Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du mercredi 27 juillet 2022. Après 2 semaines d'absence, on est de retour pour évoquer l'actualité du PG. On va faire un podcast en deux temps. On va d'abord faire un petit retour sur la préparation. Je vous préviens, je suis le seul à avoir vu les 4 matchs pour vous donner une idée de la qualité du retour qu'on va vous faire. Mais bon, on va quand même faire un petit point préparation, un peu sur les matchs, les joueurs, tout ça, parce que je pense que vous êtes pas mal à pas avoir regardé les rencontres. Et ensuite, la deuxième partie, on fera comme on avait fait avec Galtier et Renato Sanchez. On a un invité qui va venir nous présenter Hugo Ekitike, l'attaquant donc ex-Reims qui a signé pendant notre période d'absence. Il sera là tout à l'heure. Bah non, il est déjà là, mais bon, je vous le présenterai tout à l'heure en tout cas. Comment ça, vous entendez rien? J'espère que le son marche parce que j'ai tout configuré comme avant. Attendez, je suis désolé, je suis pas chez moi comme vous pouvez le constater. Si on me dit que le son marche pas, ça va être très problématique, mais normalement ah oui, ça marche, c'est bon, excusez-moi, j'ai eu très peur. Donc je vous préviens, d'un point de vue technique, on est sur des podcasts, type, été 2019 ou 2020 où on un fort retour arrière. Voilà, le son est un peu bas, je suis désolé. Attends, je vais légèrement monter alors, faut pas hésiter à me dire si le son est un peu bas chez les uns, chez les autres, parce que comme je vous le dis, je suis pas sur la configuration habituelle. Bref, juste pas assez fort. Normalement, j'ai monté un peu, mais voilà, va falloir vous contenter des moyens du bord. Comme l'a dit le grand philosophe Caris, tu bouffes ce que je te prépare, donc vous aurez droit à ça ce soir, je peux pas faire mieux. En attendant, Mathieu normalement est là. Bonsoir Mathieu. Salut à Mathieu. tous. Ah, ça y est, ça commence à ramer chez moi. Pourquoi? Ah. Titi, es-tu là? T'as des Titi? problèmes de connexion philo, mais Ah Moi, si, je pense si. que Philo, t'as des problèmes de Non, là connexion. c'est mon PC qui est un peu planté. Mais allez-y. Bon, Titi, tu Ok, m'entends ou mais pas? ouais, je t'entends, je vous entends, et bonjour à tous. Voilà. Et normalement, nous avons aussi Max, qui est donc là pour nous parler de Hugo Ekitike. Bonsoir Max. Bonsoir tout le monde. Moi, je t'entends très bien et Bon, j'entends très bien les autres aussi. Tout le monde s'entend bien. bon bah c'est parfait. Donc Max, pour ceux qui ne le connaissent pas, Max Vandrel sur Twitter, qui commente notamment les matchs du Stade de Reims pour le club de Reims, pour la ville de Reims, et qui a écrit un livre qui s'appelle 1987, Génération sacrifiée. Point d'interrogation, puisqu'il y en a un dans le tas qui sont mieux sorti que les autres. Mais on va en reparler tout à l'heure. Bonsoir à tous sur le live, excusez-moi, il y en a plein en plus qui nous ont retrouvés. Merci à Ceten, Arnaud Ben, Ulissi, et j'en ai oublié un pour les subs, IGN77. Voilà, on va attaquer donc sur le bilan de la préparation. 4 matchs, 4 victoires. Le PSG a commencé contre Queville. Victoire, j'avoue, j'ai du mal. 2-0 ou 2-1, je me souviens plus. Mathieu, non, Mathieu, Titi. Ah, Bon, je me rappelle plus du tout. Je crois que c'est 2-0. ouais, de mémoire, c'est 2-0. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à me. Non, non, je crois qu'on prend pas de but puisque Navas remplace Donnarumma et c'est pas lui qui encaisse de but. Ensuite, on fait 2-1 contre le Kawasaki Frontale, on gagne donc 2-1. On gagne 3-0 contre les Urawa Red Diamonds. Et enfin, on gagne 2-0, me dit-on sur le live. Merci beaucoup pour le live contre Kevin. Et enfin, on gagne 6-2 contre le Gamba Osaka. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi la préparation, le Kawasaki Frontale est une équipe de bon niveau au Japon. Ils sont troisième du championnat actuel. Ils étaient champions il n'y a pas très longtemps. Urawa Red Diamonds, la deuxième équipe qu'on a battue 3-0, est d'un peu moins bon niveau. Et enfin, le Gamba Osaka, malgré son nom historique et tout ça, est une équipe de fin de tableau. Je crois que c'est la première non relégable. Globalement, oui, voilà, contre Quevilly, c'était penalty de Ramos après que Messi ait été fauché sur un bon débordement de Dina Bimbe et but de Gassama sur un exploit personnel en seconde mi-temps. D'ailleurs, Gassama, on l'a plus revu après ce match. Euh, Titi, Mathieu, est-ce que vous vous sentez de faire un pouls de la prépa ou c'est pour moi? Bon, ça va être Bah, pour je moi pense que comme. c'est pour toi, hein. T'as vu les Voilà. 4 matchs. Ah bah non mais franchement sur les 4 matchs, ce qui est important déjà de constater, c'est que les 4 matchs ont été gagnés. Dans les 4 matchs gagnés, il y a également 4 plus ou moins logiques en termes d'aboutissement. La première était franchement très pénible à suivre, on va pas mentir. Deuxième match contre Kawasaki, c'était intéressant parce que l'adversaire était pas si mauvais que ça. Troisième match, ça commençait un peu à monter en puissance, mais il y avait quand même l'adversaire qui était pas fou. Et dernier match avec une vraie équipe type.
c'était franchement, bah, bon, en face, ils étaient pas bons, on va pas faire semblant, mais ça ressemblait à un vrai match, ouais, tout simplement. Alors les micro bugs de connexion, non, non, ça vient de chez moi, vous inquiétez pas. Pour ceux qui veulent pas les micro bugs de connexion, honnêtement, je vous uploaderai le podcast, demain, en audio. Vous devriez avoir moins de problèmes. Voilà, tout simplement. Comme on me dit sur le live, effectivement, la défense a fait un peu peur sur le match de prépa. Un but encaissé contre Kawasaki, mais on aurait pu en prendre facile 2 ou 3. On en prend 0 contre Urawa, mais pareil, on aurait pu en prendre je ne sais combien, tellement on a été pas très très bon défensivement. Et paradoxalement, je trouve qu'on en prend 2 contre Gamba Osaka, mais c'est peut-être le match où on a été le moins en danger sur les phases, par exemple, de transition ou ce genre de choses. Après, on prend 2 buts sur attaque placée, notamment le deuxième l'autre soir, que je raconte, l'autre jour contre le deuxième but contre Gamba Osaka, il est un peu gênant dans le sens où c'est vraiment une action de à l'heure, quoi. Enfin, ils font une ouverture tranquille, personne qui vient vraiment les presser, remise tranquille, personne également. Bon, on va dire que c'était un peu douteux en termes de réalisation technique, en termes de défense et d'organisation tactique, pardon, pas technique. Sur les individualités, on dit sur le live les noms qui ressortent, Vitinha, Sarabia, Zaire Emery, Kalimundo. Bah, en fait, je trouve que c'est un peu les enseignements de cette prépa, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de joueurs stars. Il y a eu beaucoup de bonnes performances, pas d'excellentes performances, pas de performances archi marquantes comme on avait pu voir il y a quelques temps, mais je trouve qu'il y a eu pas mal de bonnes choses en fait, pas de très bonnes choses. J'ai du mal à sortir un joueur qui fait que des super matchs par exemple, mais je trouve qu'il y a eu pas mal de bonnes choses. Un peu d'un match à l'autre, du bon Neymar, du bon Messi, du bon Kalimundo comme on me le dit. Beaucoup aimé Zaïre Emery aussi sur le dernier match, enfin celui où il est titulaire. Mais j'ai pas vu vraiment un joueur qui crève l'écran où on se dit: «Ouais, lui la prépa, il est arrivé plus près que les autres et il a tout enchaîné, quoi». Je sais pas, Mathieu ou Titi, si vous avez un peu ce ressenti sur les joueurs notamment? Le fait qu'il y en ait on est un Non, peu je suis d'accord avec toi, c'est plutôt pareil. Il y a eu des bons matchs par-ci, des bons matchs par-là, mais il y a plus un joueur qui a crevé l'écran à la Nkunku qui aimait bien faire des, des bonnes préparations, par exemple. Mais non, je suis d'accord avec toi. J'ai bien aimé Zaïre Emery sur le match qu'il a joué samedi. J'ai aimé Kalimuendo, il a mis 2 buts, je crois, du coup. ouais. Il a été pas mal sur ses matchs, ses entrées, etc. Mais ouais, il n'y a pas un joueur qui ressort du lot. Mmh. Bah, tu vois, sur le live, on me dit: «Ouais, Neymar semble prometteur». Oui, il y a beaucoup de gens qui nous taclent la forme de Sergio Ramos. Ouais, je vais en parler, peut-être un peu après aussi là, je parlais des bonnes choses. Oui, pas mal de gens ont bien aimé, Zaïre Emery et je comprends parce qu'honnêtement, ce qui fait la 1re titularisation avec Verratti, c'est l'association des 2. J'ai trouvé formidablement complémentaire et vraiment très positive en ce point. Après dans ce que j'ai pas trop aimé, bon, il y a eu la mi-temps de Navas contre Kvik que j'avais trouvé, assez dramatique, notamment au niveau du jeu au pied avec des ballons en touche et tout, mais bon, voilà, c'est Keylor Navas, on découvre pas ça. Ouais, j'avoue que je suis très inquiet sur l'état de forme de Sergio Ramos actuellement, parce qu'il a joué 4 matchs d'affilée, effectivement, on n'avait pas vu ça. Bon, en fin de saison, peut-être qu'il les joue l'an dernier. Mais oh là là, la gestion de la profondeur, le pauvre, dès que ça commence à courir, c'est cuit, quoi. Et j'avoue que je comprends mieux pourquoi le PSG a tenté une bonne partie de l'été de faire signer un défenseur central droit pour sa défense à 3 quand même, hein. Chaque match de Sergio Ramos, je vois facile 2 actions que je considère comme franchement inquiétantes. Alors après, Kimpembe fait pas non plus une préparation exceptionnelle, hein. Le premier but contre Gamba Osaka, il est notamment très responsable. Enfin, il se fait avoir au duel de façon pas normale, quoi. Mais bon, l'ami Sergio m'a pas vraiment rassuré. Mathieu, sur ce que tu as vu, à savoir pas grand-chose, est-ce qu'il y a un truc qui t'a choqué en bien ou en mal ou quelque chose qui t'a fait réagir sur cette préparation? Alors moi, j'ai vu que VI et Gamba Osaka et plus quelques vidéos qui traînaient sur les autres matchs. Moi, au-delà des performances individuelles ou collectives, c'est plus savoir quelles sont les premières directions que prend Galtier. Et, il avait déjà laissé quelques indices dans ses différentes interviews, conférences de presse. Là, l'affirmation d'un schéma qui serait type, en 3-4-1-2, qui a été quasiment le schéma de chacune des mi-temps, peut-être en dehors de la mi-temps face à Quevilly, la deuxième. Et ici ou là, il y a eu des passages 3-4-3 un peu plus à plat, sans meneur de jeu, mais globalement, la structure à 3 défenseurs est quasiment restée la même sur toute la tournée au Japon.
C'est plutôt ça que j'ai observé, essayer de voir quels pouvaient être les avantages et problèmes qu'on pouvait deviner avec ce système, qui a fait un peu système rétro, hein, vintage, qui fait bon la fin des années 90 où les équipes jouaient à 3 derrière, un meneur de jeu pour justement le mettre en valeur. C'était la Juve de Zidane, c'était le Brésil de 2002, c'était l'Argentine aussi de la fin des années 90 avec Ortega, enfin ce genre d'équipe qui jouait dans le système. Et c'est la direction du coup que prend le PSG avec Messi dans ce rôle-là. De ce qu'on a vu, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est les possibilités axiales, la capacité de trouver Messi, Neymar dans des espaces plus proches les uns des autres. C'était un peu le défaut qu'on pouvait trouver à l'organisation mise en place par Pochettino l'an dernier. Souvent, ils jouaient assez loin les deux, notamment en début de saison. Tu retrouvais Messi et Neymar assez excentrés. Là, tu les retrouves plus en possibilité de combiner. Je trouve que ça s'est encore plus marqué dans les matchs où paradoxalement Mbappé n'était pas là, où Neymar jouait à gauche du coup, et pouvait être le récepteur des passes de Messi dans la diagonale comme ça, y compris en profondeur. Je trouvais ça intéressant aussi la prise d'espace des latéraux, du coup, les milieux offensifs du PSG, notamment Messi, qui fixe à l'intérieur et qui libère le côté pour les percées soit d'Hakimi, soit de No Mendes. Ça s'est vu sur le dernier match avec le but de Nuno. Donc voilà, ça, tu peux deviner déjà quels pourront être les points forts offensivement du PSG. Je trouvais Vitinha aussi intéressant dans sa capacité à comprendre le jeu, dans le sens où quand Messi Neymar décrochait, lui allait se mettre un peu plus haut, proposer une solution et il ne restait pas derrière la ligne du ballon. Ce genre de petits détails. Et après, sur le plan défensif, je devine aussi que Paris va être une équipe très très ouverte et ça me permet de rebondir sur ce que tu disais sur Sergio Ramos. Le rôle des trois défenseurs, ça apparente à une mission qui va être assez rock'n'roll pour le PSG cette année. Aussi bien pour aller chercher le plus haut possible, pour couper les actions à la source, et aussi être préparé à couvrir beaucoup de mètres vers son but à la perte de balle. Et ça, tu devines assez vite que pour Ramos, ça ne peut pas le faire. C'est assez évident que Paris cherche à ce poste. On verra si on arrive à trouver quelqu'un. Mais déjà, rien que le fait d'aligner Sergio Ramos en axe droit de la défense à 3, Mm. on comprend que c'est pour C'est chauffer ça. la place à une éventuelle Ouais, recrue. C'est pas pour le mettre totalement. dans les meilleures conditions de lui. C'est Marquinhos qui mise dans les meilleures conditions pour lui, en jouant Oui, libéraux et même un peu plus haut sur certaines phases. bah, il prépare la Et suite, quoi. alors Sergio Ramos, il chauffe vraiment la place pour une éventuelle recrue. Il Mm. peut être Moukaleo, qui peut être quelqu'un d'autre sur le marché. Donc, lui s'est trouvé en grande difficulté. Je pense que le rôle des deux milieux de terrain aussi va être compliqué. On termine souvent les attaques avec les deux pistons ensemble dans la surface adverse ou dans les 20 derniers mètres. Et du coup, ça libère énormément d'espace. Tu te retrouves avec les deux milieux axiaux qui, parfois 30 ou 40 mètres entre deux. Donc beaucoup d'espace à couvrir, notamment sur la largeur, parce que les deux pistons ont poussé leurs actions très haut. Tu as beaucoup de réglages qui doivent être faits, notamment sur le plan défensif. Galtier a à peu près mis l'accent dessus à chaque après-match. Des points qu'il considérait comme à améliorer très vite. Et on aura un bon test dès dimanche, puisque Nantes, c'est un peu l'équipe par excellence qui brille dans ce type de circonstances et qui peut profiter de ce type de situation. Donc voilà, c'est un peu ce que je retire collectivement pour les prémices de ce nouveau PSG en 3-4-1-2. Donc. Mm. Ouais, heureusement que Randal Kolo Muani est aujourd'hui à l'Eintracht Francfort, parce que je pense que notre pauvre Sergio Ramos aurait fortement souffert. Mais il reste Moses Simon qui avait fait danser Kerrer et Marquinhos en mars dernier à la Beaujoire. Donc Ouais, attention. Blas, Coco aussi. Oui, effectivement, Blas Ouais, Coco. Blast Simon, ouais, c'est Ouais, ça, ouais. Simon nous avait fait un peu mal. Non, Mathieu, je te rejoins totalement juste sur les prémices tactiques. Et effectivement, tu as raison, 3-4-1-2. Et même dans les prémices tactiques, pour ceux qui n'ont pas regardé les matchs, il y a quand même comment dire, des ajustements d'un match à l'autre. C'est que sur la partie défensive, par exemple, euh, Marquinhos, il joue par moment pratiquement au milieu de terrain. C'est des trois défenseurs centraux, c'est celui qui sort le plus. Et on a vu pareil Danilo le faire sur le match où il avait débuté contre Urawa, donc le deuxième au Japon. Mais je pense que ça, clairement, c'est un truc défensif. Et ça m'a vraiment rappelé le Tuchel rôle de Marquinhos à Lille, quand on joue là-bas, qu'on fait 0-0 avec le tacle incroyable de Kimpembe où il se pète pour 2 mois. Mais pour moi, il y avait une vraie volonté d'avoir un Marquinhos dans la défense ou un Danilo
qui vient s'intercaler au milieu de façon très régulière et qui justement ouvre la porte déjà à une défense à 4 selon les circonstances ou ce genre de choses, quoi. Moi, c'est vraiment un truc qui m'a choqué. Et pareil, au milieu du terrain, sur l'organisation des binômes, on a souvent eu finalement un plus un et pas 2 sur la même ligne, quoi. Avec, par exemple, sur le match avec Verratti et Zahir Emery, on avait Verratti puis Zahir Emery un cran devant et on a retrouvé cette organisation avec Verratti et Vitinha. Je pense que c'est pas vraiment un hasard. Après les compos où il y avait du Gay et tout ça, bon, ouais, c'est compliqué. C'est vrai, comme on dit sur le live, 2 milieux pour couvrir toute la largeur, on va se faire allumer. Ouais. Phase où je les voyais, au lieu de défendre en 4-3, la mer rouge, les 3 attaquants, on était 5-2, mer noire et les 3 attaquants, quoi. Bon, il y a des fois, comme tu l'as dit Mathieu, l'équipe très très ouverte était toujours Et aussi les présente. phases sur le dernier match où tu avais. Ouais, Philo, juste, Oui, je te vas-y, coupe vas-y, oui, vas-y, un je t'en prie. peu. Il y a eu quelques bribes sur le dernier match de repli en 5-4-1 avec Sarabia et Neymar, du coup, les deux attaquants. Oui. Ils venaient se mettre à hauteur de Verratti Vitinha pour former le milieu. Et du coup, tu avais que Messi, qui est le numéro 10, mais qui jouait vraiment en 9, du coup, qui se retrouvait en 9 sur les phases défensives. Mais ça s'est vu très très peu parce qu'évidemment, l'équipe en face ne te met pas en situation de Bilbao médian suffisamment de fois dans le match pour pouvoir vérifier la consistance et le fait que cette consigne soit maintenue dans le temps et appliquée par les joueurs. Mais on a vu quand même quelques bribes à ce niveau-là. Donc, après, si Galtier arrive à obtenir un repli constant en 5-4-1, tu seras déjà beaucoup plus solide, au moins sur les gros matchs. Oui. J'espère que ce soit le cas. Mais c'est clair que c'est le point d'amélioration qu'il a mis en exergue. J'ai regardé ses déclarations d'après-match. Quasiment pas une réponse sans souligner la nécessité d'équilibre et d'avoir une équipe plus dure, au visage plus dur et plus fort défensivement. Donc, c'est plus difficile à battre. On a aussi utilisé cette expression-là. Ouais. Donc, finalement, ça passe par des réglages parce que sur des situations notamment de transition où tu te retrouves avec Verratti qui doit couvrir dans le dos d'Hakimi et Vitinha qui est quasiment à l'autre bout du terrain et ça t'ouvre complètement le milieu comme ça. C'est des choses que tu vas devoir beaucoup mieux gérer parce que autant les années précédentes, tu défendais en 4+3. Si tu dois défendre en 3+2, ça va être plus galère. Ouais, il y a, comment dire? Tu as raison quand tu parles de l'organisation défensive au niveau des ailiers, on a vu quand même pas mal de choses. On a vu du 1-2 avec un 10, 2 attaquants, on a vu du 2-1 aussi un peu. On a rarement vu aussi, je sais pas si vous avez remarqué, Messi, Mbappé et Neymar ensemble. Je pense que c'est pas forcément un hasard. Et comme tu Préparation du trophée des champions, ça pour le coup, je pense. ouais, non, c'est sûr, mais bon, ça reste quand même, je suis pas sûr que ce soit, un hasard. Et par exemple, on a vu lors des premiers matchs, on avait Messi en 10, Mbappé attaquant axe gauche et Neymar axe droit. C'est très rare de voir Neymar axe droit. Alors après que le trophée des champions, la prépa, tout ça, ça a changé, il est repassé un peu plus côté gauche. Mais autant on a dit de Sergio Ramos qui chauffait la place pour une recrue, quand je voyais Neymar axe droit et les deux autres à leur meilleur poste, ça faisait un peu penser aussi à Neymar qui chauffe la place en attendant une recrue. Bon, pour l'instant, elle n'est pas près d'arriver, à part si elle s'est équitiquée. Mais en tout cas, il y avait un peu de ça. Globalement, il y a un truc pour moi qu'il faut souligner, c'est vraiment le cap entre guillemets qu'a fixé Galtier. On a vu qu'à ses débuts, Pochettino, ça n'avait pas du tout fait comme ça. Il avait plutôt tâtonné, essayé plein de petits trucs avant de, je trouve, vraiment définir un cadre. Là, pour le coup, je trouve que Galtier a défini son cadre avant de venir et pour l'instant, il tente de faire rentrer les joueurs dans le cadre. Puis, il va voir ce que ça donne. Mais je suis pas, je trouve que c'est pas, comment dire. J'aime bien la méthodologie, à savoir il impose ses idées, il voit jusqu'où il peut aller avec cette idée de base. Et je pense qu'il a beaucoup regardé le PG, qu'il arrive en étant très très bien préparé sur l'équipe qui était là l'an dernier, les joueurs qu'il a à disposition, etc., etc. Et on va voir jusqu'où il va aller. Mais j'aime bien l'axe qu'il a pris pour préparer son équipe et préparer sa saison. Après, peut-être qu'il va complètement se planter, donc ça sera une mauvaise décision, hein, ça, les matchs nous le diront. Mais je trouve que l'idée générale est plutôt intelligente. Je sais pas, Titi, ce que tu as pensé un peu des matchs de prépa, de ce que tu as vu, la façon dont il s'y est pris, mais je veux bien ton avis là-dessus en tout cas. Bah, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Bah, de toute façon, il avait commencé
par dire dans sa conférence de presse qu'il savait à peu près comment il voulait jouer, enfin en tout cas à 3 derrière. On a vu que ça s'est confirmé sur les matchs de préparation, où le 3-4, 3-4-1-2 du coup. Non, non, 3-4-1-2, non. C'était, comment on peut dire ça? Oui, c'est ça, on peut dire Oui, ça comme ça. 3-4-1-2, c'est ça. Ouais, 3-4-1-2, et qu'il a utilisé pendant tous les matchs. Ça paraissait un peu clair. Tout à l'heure, tu as parlé de des associations au milieu de terrain. Moi, le match que j'ai vu au Japon, là, c'était celui où Verratti a joué avec Zaïre Emery. On a vu Oh, Verratti c'était plus cool. bas et ouais, c'était pas mal. Et Zaïre Emery qui était un peu plus haut, capacité à se projeter, etc. Bon, c'est vrai que c'est assez compliqué dans un milieu à deux. Contre une meilleure équipe, il va falloir faire attention sur ces choses-là. Mais capacité à se projeter pour Zaïre Emery, aller un peu vers la surface, etc. Les rôles étaient bien définis, bien compartimentés. Donc j'ai bien aimé. Là, vous semblez dire, moi j'ai regardé que les résumés, par exemple, du dernier match, que c'était pareil un peu avec Verratti Vitinha sur le dernier match. Donc au milieu de terrain, c'était assez clair. Les latéraux, pareil. Moi, j'ai bien aimé la relation Neymar-Nuno Mendes. Je me rappelle l'an dernier, on avait au début, c'était un peu compliqué, ils se comprenaient pas vraiment. Là, vraiment, je sens qu'il y a une relation technique qui s'est créée au fur et à mesure de la saison. On l'avait déjà vu l'an dernier. Et là, on voit que petit à petit, il y a des choses qui se créent encore. Neymar et sa qualité de passe en profondeur pour trouver Nuno Mendes, on l'a beaucoup vu. J'ai même regardé un entraînement, là, celui qui était en clair, je crois, en début de semaine ou je sais plus quand. Et j'avais regardé, je voyais pas mal de choses entre Neymar et Nuno Mendes aussi, même si c'était sans opposition, etc. Mais voilà, on sent qu'ils essayent de se chercher, de se trouver. Et j'ai trouvé ça intéressant et envie de voir ça encore sur la suite. Le match que j'ai vu, moi, Hakimi, j'avais été un peu déçu, mais voilà, je pense il a un système dans lequel il pourra un peu démontrer pas mal de choses et montrer ses qualités. On va l'attendre en tout cas au tournant sur cette seconde saison. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que j'ai bien aimé que Galtier arrive avec des idées assez claires, même sur les compositions. On a parlé de la défense. Mettre Ramos à droite, moi j'ai trouvé ça totalement logique, même si c'est pas le mettre dans les meilleures conditions. Mais surtout quand au début des matchs de préparation, il y avait la rumeur Skriniar qui est arrivée avec insistance. Je me disais juste qu'il a, comme tu disais, qui chauffait la place pour Skriniar ou pour une autre recrue. Donc j'ai bien aimé que ce soit assez clair, Marquinhos dans ce rôle très axial, Kipembe quand il jouait à gauche et Ramos à droite, mais je pense que Ramos sera plutôt le backup de Kipembe sur la durée et à droite on aura soit une recrue, ouais, j'espère une recrue, ou Mukele quand il pourra y jouer aussi. Donc voilà, j'ai bien aimé, c'était assez clair. Messi un peu en numéro 10, Neymar un peu avec un deuxième attaquant, soit Mbappé, soit quelqu'un d'autre. Voilà, après moi je trouve que c'est insoluble cette histoire-là, on parle de comment défendre, etc. Bon, je pense que on le dit pour le podcast, mais je pense qu'on sait que c'est pas possible. C'est presque impossible, on l'a vu l'an dernier, enfin c'est presque impossible de solutionner ça avec les trois de devant. Je sais pas comment on va s'en tirer, je sais pas. On va voir un peu avec l'arrivée de peut-être de nouveaux joueurs, mais j'arrive pas à voir comment on pourrait réussir à équilibrer cette équipe avec les trois de devant comme ça, avec deux personnes au milieu de terrain seulement qui doivent défendre toute la largeur, etc. Ça me paraît assez compliqué et j'ai hâte de voir comment on va s'organiser. Ok. Petit tour sur le live, puisque je vous lis aussi au passage, même si c'est compliqué pour moi de réagir avec vous aujourd'hui. Effectivement, on nous signale qu'il ne faut pas oublier le fait que les Japonais sont en pleine saison et que les conditions climatiques sont terribles. Ah ouais, non, non, c'est sûr, ça se voyait, les pauvres, ils étaient à l'agonie au bout de 5, 10, 15 minutes, parce que bah, ce sont des températures climatiques qu'ils connaissent pas. Après, ça fait aussi partie du jeu, et puis bah, enfin, au bout d'un moment, en préparation d'avant-saison, c'est pas là que tu attends physiquement les joueurs. Il faut plus regarder l'organisation, éventuellement les placements les uns par rapport aux autres, les choix qui sont faits. Moi, par exemple, il y a un choix qui m'a beaucoup surpris, enfin pas beaucoup surpris, mais qui m'a surpris, c'est quand il a mis Sarabia plutôt que Kalimundo pour le dernier match, pour préparer le trophée des champions, par exemple. Voilà, faut regarder ça, évidemment. Quand Neymar met un doublé plus une passe D contre le Gamba Osaka, ça veut pas dire qu'il va faire toute la saison au PSG pour autant ou que c'est redevenu le joueur de 2017. Mais c'est juste qu'il y a des bonnes choses qui ont été faites et c'est bien les souligner. On a un peu parlé des difficultés de Ramos, on n'a même pas osé évoquer le cas Icardi, hein, parce que bon, on se demande ce qu'il allait faire là-bas vu son état. Mais il y a eu pas mal de bonnes choses malgré tout, et donc c'est bien aussi de les signaler. On nous dit régulièrement qu'on est trop négatif. Pour une fois qu'on gagne 4 matchs avec des bonnes choses, il faut le dire aussi. On nous dit ce qui est intéressant. Autre chose Ouais, vas-y. sur la prépa philo. Ouais. Ouais, désolé de te couper sur la prépa, même si si c'est vraiment c'est sur le terrain, mais ce que j'ai bien aimé, c'est aussi Galtier qui arrive en conférence de presse et qui parle de Navas en tant que numéro 2 directement et qui pose sa décision comme ça en conférence de presse. J'ai bien aimé que voilà, il tranche directement en disant que Donnarumma est le numéro un et Navas a un rôle de numéro 2 et qu'il lui a déjà parlé, qu'il lui a expliqué ce qu'il attendait de lui dans son rôle de numéro 2.
Je sais pas si ça rentre dans l'analyse de la préparation, mais Non, voilà, mais t'as c'était juste pour raison. dire que Bah non, c'est mais une chose importante, je pense. tu as raison de le dire, parce que à sa conférence de presse de présentation, il avait seulement dit qu'il était du genre à trancher, et puis après, voilà, c'est comme ça, on met en place pour la suite. Là, pour le coup, il l'avait pas dit au début juillet que Donnarumma 1, Navas 2. Là, il le dit clairement. Donnarumma 1, Navas 2. Et après, on verra si ça perdure. Mais c'est comme ça. Sur le live, on nous dit qu'est-ce que vous avez pensé du placement de Ramos et de Marquinhos? Peut-être faut-il les inverser, non? Un manque de vitesse et il est placé à droite. Bah, le problème, c'est ce qu'on expliquait au début, c'est que Galtier voit visiblement l'avenir avec Marquinhos dans la position la plus centrale et avec une recrue à droite. Donc le but, c'est d'accoutumer Marquinhos à sa nouvelle position centrale et d'attendre la recrue à droite. Mais évidemment que Ramos, si Ramos doit, si le PSG n'arrive pas à recruter un central droit, peut-être qu'à un moment il devra échanger entre les deux parce que Ramos peut plus jouer comme ça sur un côté d'une défense à 3. Bon, il a rarement joué dans sa carrière, mais là il ne peut pas du tout quoi. Dès qu'il y a un peu de vitesse, il est cuit quand même quoi. Enfin, il n'y a pas besoin d'y aller par quatre chemins. Quand je vois je crois que c'est le premier match au Japon, il prend 10 mètres sur 10 mètres ou presque le pauvre. Donc voilà, et je pense qu'une recrue comme Mukiele, dont on a à peine parlé parce que j'ai pas trouvé d'intervenant ce soir pour en parler, on en reparlera lors du prochain podcast, je pense. Mukiele va être un très très gros concurrent à Sergio Ramos, ne serait-ce que parce qu'il va vite, parce qu'il est apte physiquement et parce qu'il est grand, etc. Donc aujourd'hui, le dispositif tactique, autant il fait beaucoup de bien aux deux latéraux parce qu'il les met dans disposition, ils peuvent aller dans la surface, ils peuvent attaquer à fond sans trop se poser de questions. Autant il n'est pas du tout adapté à des joueurs comme même Messi. Bon, Messi un peu plus parce qu'il est en 10, mais il n'est pas du tout adapté à des joueurs comme Sergio Ramos et tout ça, quoi. Enfin, entre autres, Sergio Ramos. Bon. Euh, Mathieu, Titi, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la préparation ou pas? Ah non, juste un mot sur le live, on me dit qu'effectivement Sarabia a fait une bonne prépa. Oui, il faut le dire, et bon complément aussi de Messi et Neymar, j'ai trouvé sur le dernier match. Je sais pas Mathieu, ce que tu en as pensé de Pablito, puisque Omar n'est pas là pour en parler. Bah, Pablito, c'est un marqueur de but, donc il a fait valoir sa qualité majeure et effectivement, on refait un peu les débats d'il y a 2-3 ans sur le joueur, c'est-à-dire que on sait qu'il a du mal dans les espaces réduits sur le plan technique, il n'est pas au même niveau que ses partenaires sur ce plan-là. On sait qu'il a aussi du mal en transition parce qu'il lui manque de la vitesse et de la puissance. Par contre, arrivé dans les 20 derniers mètres, il compense assez bien ce que peuvent faire Neymar et Messi et autrefois Di Maria parce que il mange un peu moins le ballon que ces deux joueurs-là et est capable de plus se déplacer sans ballon, arriver dans la surface ou à l'entrée de la surface pour frapper et pour marquer. Et sur le plan défensif, il équilibre un peu le reste en revenant et en étant plus discipliné, plus rigoureux, en ayant un plus gros volume à ce niveau-là, une plus grande aussi mise à disposition de lui-même. Donc c'est un peu les débats qu'on a toujours fait sur Sarabia. On va dire que c'est un bon complément quant à les joueurs qui sont Neymar ou Messi qui sont présents sur le terrain parce qu'il les équilibre et leur permet d'exploiter au mieux leur qualité. Après, quand ces deux joueurs-là sont manquants, on sait que c'est un joueur qui ne peut pas prendre ses responsabilités du point de vue de la création et du point de vue du déséquilibre. Ça, il n'en a pas les qualités, encore moins au fur et à mesure qu'il avance dans l'âge et qu'il est de moins en moins un ailier, mais plus un joueur de dernier tiers. Oui, aujourd'hui, c'est un second attaquant. On me dit sur live, qui va-t-on vendre? Kalimundo, Sarabia? Aujourd'hui, je pense que Kalimundo est plus proche de la sortie pour des raisons économiques que Sarabia. Déjà parce qu'il a beaucoup plus d'offres et parce que Sarabia semble vouloir rester à Paris qui plus est. Après, Kalimundo, il a l'air d'être plutôt intéressé à l'idée de rester, mais bon, le PSG va aussi lui dire, écoute, je suis désolé Arnaud, 25 millions, il n'y a que toi qui les vaut dans l'effectif ou presque. Et, et il faut y aller, quoi. Donc bon, on va voir. On nous dit saison à 10 buts et 10 passes pour Hakimi dans ce système. Oh là là. Euh, Ne vous emballez pas. Attendez, on va voir. Non mais, enfin, déjà il m'a pas l'air, il m'a semblé un peu en manque de réussite devant le but. Après ça peut se débloquer. Il a largement ça dans les jambes, mais après c'est pas, enfin ça dépend pas que de lui quoi. Donc faut pas l'oublier quoi. Le son de Mathieu est beaucoup plus haut. Je suis désolé si je touche au son, je crois que le podcast il s'arrête là, donc vous allez devoir faire avec, je vais pas mentir. Heu, Mathieu, Titi, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la prépa ou on passe à la présentation de Hugo Ekitike alias l'homme palindrome?
rien de plus. Ce qui veut dire que Maxime, ça va être à toi, mon grand. Nous allons donc passer à la deuxième partie. J'avais dit une demi-heure sur la préparation d'avant-saison. On est dans les temps pour une fois, on va pas faire semblant, hein. On va donc attaquer sur la partie consacrée à notre nouvel attaquant Hugo Ekitike, qui est donc de la génération 2002, donc il a 20 ans, il a pris le numéro 44, c'est un joueur assez longiligne, comme vous avez pu le constater sur les photos. Je vais vous mettre la photo où aujourd'hui il est à l'entraînement, notamment parce que comme ça on le voit bien, c'est une grande tige mais un peu maigrichon quand même. Tu es là, Maxime, ou pas? Bien sûr, est-ce qu'on Ah, m'entend bien? voilà, parfait. Alors dites-moi si le son de Maxime n'est pas assez fort, j'essaierai de corriger tout ça. D'accord? Voilà, j'espère que ça va pas couper parce que le chargement de l'image a été compliqué, mais bon, en tout cas, il est là. Heu, Maxime, est-ce que tu veux nous présenter peut-être rapidement le parcours d'Ekitike à Reims? Il a été formé au club depuis sa formation jusqu'à son explosion peut-être? C'est ça. D'ailleurs, juste pour le chat, je sais pas comment ça se passe d'habitude. J'ai le chat sous les yeux, donc s'il y a des questions, je tâcherai de les prendre les unes après les autres. Je sais que tu as des petits soucis de connexion, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre une fois ou deux, et on essaiera de répondre à tout ça. T'inquiète pas, Pour tu revenir tu vas être sur, submergé de questions, ne t'inquiète pas. bon, eh bien, une par toutes les 10 minutes, s'il vous plaît, dans le chat. Pour la question du parcours, c'est effectivement quelqu'un qui est né à Reims, qui a grandi ici, qui a fait ses premiers matchs au FC Cormontreuil. Donc je peux pas vous donner d'équivalent à Paris, mais c'est une sorte de banlieue chic de Reims. C'est un petit village qui est collé à Reims. Et qui est passé du coup au Stade de Reims depuis le milieu des années 2010, si je ne dis pas de bêtises. Donc il a fait quand même vraiment toutes ses gammes au Stade de Reims. Il a joué, suivi son parcours traditionnel et intégré, il y a maintenant 3 années, si je ne dis pas de bêtises, ce que le club, ce que le Stade de Reims a appelé la Pro 2, donc qui est l'équivalent de la réserve. Mais la Pro 2, depuis la montée du Stade de Reims en Ligue 1 en 2018, enfin la dernière fois qu'ils sont montés d'ailleurs, a été imaginé de façon à ce que la tactique mise en place par l'équipe A soit commune à la tactique mise en place par cette fameuse réserve composée à 90% de jeunes recrues étrangères en manque de temps d'adaptation et en manque de temps de jeu, de jeunes du cru et de jeunes recrues françaises qui n'ont pas encore les reins assez solides pour jouer directement en Ligue 1. Donc c'est vraiment une sorte de petit réservoir où eh bien, le coach de la Pro 2, Franck Chalençon, et le coach qui a été longtemps David Guillon et qui est aujourd'hui Oscar Garcia, pardon, travaillent en commun pour mettre en place les choses les plus cohérentes possibles pour que les meilleurs de la Pro 2 montent en A. Ouais, juste pour te couper une seconde, on nous dit sur live c'est équivalent du groupe élite. Oui, oui, c'est un peu ça. D'ailleurs, je trouve que l'initiative de Reims c'est vachement intéressante et serait peut-être bonne au PSG aussi, même si on recrute pas beaucoup de jeunes étrangers. Il y a une idée qui est peut-être à garder en tête. Vas-y Max, Ouais, je c'est t'en clair. prie. Ouais, non, non, mais c'est clair que c'est une idée entre guillemets pleine de bon sens et que je vois pas souvent et ailleurs. Donc ça me surprend quand même dans un monde du foot quand même de plus en plus encadré. Mais pour revenir à Ekitike, c'est quelqu'un qui a fait un peu ses gammes du coup dans ce groupe-là avant le Covid. Il était même sur des performances plutôt correctes avant la trêve imposée au championnat, au championnat amateur, donc en mars 2020 pendant bien longtemps. Pendant 6 mois. Ouais, c'est ça, peut-être même un peu plus, je me souviens plus trop, mais, Non, non, mais parce en que tout cas, la saison n'a même pas pour les repris en réserves. fait. Ouais, les réserves ça n'a pas Oui, c'est repris. ça. Donc ils ont recommencé Oui, en août ou septembre, enfin cinq ouais, six mois quoi. septembre. Oui, voilà. Donc une demi-année, en tout cas, quoi qu'il arrive. Et derrière, il a commencé à apparaître dans le groupe pro. Alors, il y était déjà, il faisait vraiment la transition à ce niveau-là, au niveau des entraînements, etc. Et il a commencé à intégrer le groupe pro du Stade de Reims. Je vais te retrouver les dates exactes, mais sous David Guillon,
Ouais, sur son avant-dernière saison, enfin sur la dernière saison de David Guillon. donc à 18 ans à Donc, peine, quoi. donc à 18 ans à peine. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le Stade de Reims était quand même un petit peu, on peut le dire, en difficulté sportive en Ligue 1. Le coach tâtonnait un petit peu pour essayer je dirais, de sortir l'équipe de cette mauvaise dynamique. Et il a fait rentrer quelques jeunes, notamment en pointe, parce que voilà, période post-Covid, c'était les premiers matchs, on était en septembre 2020. C'était un petit peu compliqué au niveau du Stade de Reims d'avoir un vrai numéro 9 qui était capable à ce moment-là de faire des différences. C'était l'année de Boulaïdia, très clairement, mais quand Boulaïdia n'était pas là, c'était un poil plus compliqué. Du coup, il a joué 2 fois. Il est rentré 2 fois, une fois contre Lorient ici à Delaune et une fois contre Montpellier. Pas, pas été mauvais, mais rien qui laissait augurer pour le grand public un destin comme il l'aurait eu. Et après, il joue plus. Il joue plus parce que les résultats sont un poil meilleurs, parce que, on le sait, les coachs, quand ils sont en difficulté, ils font pas forcément confiance aux jeunes, et c'est bien normal. Donc, il a essayé de se sauver avec ses vieux briscards, ce qui réussira grossièrement. Et au mercato d'hiver 2021, du coup, Janvier 2021, ouais. janvier 2021, il part donc au Danemark, dans la superbe bourgade de Veljeux. Alors, s'il y a des Danois dans le chat, je suis désolé si je l'écorche. On s'en fout, vas-y, On, t'inquiète. on s'en fout, donc voilà. C'est la patrie de Thomas Grafsen, pour les plus anciens, ça fera plaisir. La Et moissonneuse-batteuse d'Everton. exactement. Et du coup, il arrive là-bas donc en cours de saison. Le Juste, club est pas très. Dis-moi. il est en première division danoise, donc, quand il est prêté. Bien sûr. Non, Oui. parce non, mais il y a eu des jeunes Français qui sont partis en troisième division, par exemple, il y a pas longtemps, faire leurs preuves. Et avec beaucoup de réussite, d'ailleurs. C'est Florent Da Silva à Lyon qui a été prêté à Villefranche en National 1 pour se faire les dents avec une belle réussite, par exemple. Donc, voilà, en D1 Oui, danoise, il est. c'est ça. Et au final, non, 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 c'était la Super Liga. Je ne sais plus exactement son nom, mais c'était celle-là. Il arrive en cours de saison. Bon, choc un peu climatique, même si les gens vont se marrer. Danemark-Reims, c'est pas non plus, mais malgré tout. Choc culturel, etc. Le club mal placé qui va jouer une sorte de grand championnat de barrage comme De le Belgique. championnat belge nous offre un peu voilà, actuellement. Et donc, il joue très peu les derniers matchs de championnat. Il joue cette fameuse round de relégation, quoi, ce mini championnat des losers. Et là, il marque ses premiers buts pro. Il marque sur 2 matchs différents, une fois un doublé, une fois un but simple, et sur un troisième match, il fait 2 passes décisives. Donc même si l'intégration est complexe, même s'il n'est pas le titulaire numéro 1, même s'il le devient au fur et à mesure, où il joue en pointe là-bas, je préfère le dire pour peut-être les gens dans le chat, il joue en pointe. Euh, voilà, c'est une plutôt bonne réussite, c'est pas transcendant, le championnat danois va se remettre de son départ, mais ça fait partie voilà, des jeunes qui ont réussi ce petit bout-là de 3-4 mois de prêt et qui en ressortent, qui en reviennent un peu plus aguerris, on va Ça, dire. ça me rappelle beaucoup le parcours de Moussa Diaby, en fait, qui avait fait 4 mois dans le groupe pro sans jouer, je crois, ou à peine en pré-saison, qui est parti 6 mois à Crotone, au fin fond de l'Italie, qui a joué 3 bouts de match et qui est revenu, qui est un autre joueur, qui a fait un an chez nous, boum, 15 millions au Bayern. Reviens, Moussa, on t'aime. Voilà. Donc, ensuite, après le Danemark, retour à Reims, si je comprends bien. Après le Danemark, retour à Reims pour la pré-saison avec Oscar Garcia. Donc changement de coach, changement de mentalité un petit peu aussi. Le coach qui dit vouloir quand même un peu plus de jeu que son prédécesseur, qui était quand même reconnu pour être un coach qui aimait bien le 0-0. Après tout, 0-0, c'est un point. Et ça, bon, le club voulait changer un peu cette chose-là. Et donc Oscar Garcia. Lui accepte de travailler avec des jeunes et même quasiment qu'avec des jeunes et se retrouve donc en concurrence en pointe au niveau du stade de Reims. Boulaïdia sur le départ et qui a clairement un bon de sortie. Kai Reus,
le Néerlandais qui, à peine arrivé à Reims 6 mois plus tôt, même un peu plus, 1 an plus tôt, s'était blessé gravement et donc n'avait jamais véritablement joué. El Bilal Touré et Hugo Ekitike. Sur cette intersaison-là, il part donc techniquement 4e si Boulaye reste, mais dans les faits, rapidement numéro 3. Et passe numéro 2 parce qu'El Bilal Touré a des velléités de départ. Mais il n'y a que lui qui a des velléités de départ. Le club ne veut pas du tout le vendre. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait de véritables offres qui soient arrivées non plus à ce moment-là. C'était plus des délires un peu d'agents qui ont fait que le garçon a vu les yeux plus gros que le ventre rapidement. Hugo Ekitike passe numéro 2. Il fait la prépa. Il marque très vite en prépa. Il marque 4 buts en 7 matchs. Un doublé dès le premier match de préparation. Donc il tape un petit peu dans l'œil d'Oscar Garcia. Lui et Ilan Kebal, les deux sont pas partis pour être titulaires en Ligue 1 en début de saison. Ça, les gens l'ont peut-être pas en tête, mais techniquement, ni l'un ni l'autre, qui sont peut-être les deux révélations l'an dernier à Reims, sont des backups en début de pré-saison. Et puis, au gré des matchs amicaux, on commence à se dire, bon, le gamin a des qualités. Kaysi Reus, bon, il est pas à la tête, il est pas dedans. El Bilal Touré, il boude. Et Boulaïdi à part. Donc, il reste Ekitike et il reste Hendry Kofi, qui est un autre jeune, mais qui partira lui aussi en prêt. Donc, au final, à force d'être là, d'être présent et de marquer des points en prépa et dans les premiers matchs de Ligue 1, il va rapidement devenir titulaire, pas à la surprise générale du club, parce que le club s'imaginait avec Hugo Ekitike titulaire à terme, mais pas au début de la saison 2021-2022. Et finalement, il a un temps de jeu de titulaire sur la saison. Il fait combien de matchs en Ligue 1, tu te rappelles? 25, 30, non? Oh, peut-être moins, parce qu'il y a quand même une grosse Alors, blessure il a en été blessé, janvier-février, quoi. il fait 26 matchs. Voilà. 26 matchs, 1400 minutes environ, donc un temps de jeu cohérent, sachant que c'est surtout en début de saison qu'il fera des bouts de match. Avant de s'installer véritablement, il y a un match où il aura un vrai déclic. C'est le match contre Nantes où il rentre et il marque 2 buts pour offrir la victoire à Reims. Avant ça, des fois il est titulaire, des fois il sort, mais c'est pas le joueur indiscutable qu'il est devenu. Et après, tu l'as dit, bah, déjà ce doublé-là va le libérer un petit peu, même s'il avait déjà marqué un but contre Rennes avant. Mais il va surtout devenir un indiscutable en pointe. Et parfois même, au gré des pérégrinations tactiques d'Oscar Garcia, ailier gauche. Ah, il va jouer aussi ailier, carrément? Il a joué un petit peu ailier gauche, notamment quand El Bilal Touré a eu fini de Décidé de bouder. revenir. C'est ça. Il a bien fallu le réintégrer. Et du coup, techniquement, Zenelli n'étant pas encore là, n'étant pas encore revenu de sa blessure, à gauche, bon, c'est flottant un petit peu. Tu as des fois Ilan Kebal, tu as des fois Anastasios Donis, tu as un peu Michel Van Bergen, tu as Mboukou qui peut y jouer mais qui préfère être à droite. Et donc, un peu par la force des choses, quand on décide d'aligner Touré et Ekitike, bah c'est plutôt Ekitike qui va sur le côté gauche. Et ça se voit, je crois, dans les vidéos que j'ai Ouais. vu passer de ces highlights. On le voit souvent soit démarrer des actions, soit Ouais, finir des en plus de actions la gauche. côté gauche et Ouais. rentrer, ou alors lui-même prendre la profondeur et aller plutôt coin gauche que coin droit. D'accord. Mais globalement, sa saison, il l'a fait en pointe au final. Tout seul en pointe même. C'est... Oui, jusqu'à sa blessure. Après, il devient le numéro 1 incontestable et le buteur du Stade de Reims, ceux sur qui tout arrive, si tu veux. Tous les ballons passent par lui, ou presque. Lui n'hésite pas à décrocher aussi. Il participe beaucoup au jeu. C'est pas le numéro 9 qui va toucher 5-6 ballons dans le match, à l'image d'un Milik ou d'un Icardi, ou, pour donner une idée. C'est quelqu'un qui vient dans le cœur du jeu, qui ne joue pas qu'en pivot, est capable de contrôler le ballon, se retourner, enchaîner des dribbles. Oui, il est devenu le numéro 9 du Stade de Reims, mais dans des proportions où c'était la véritable arme offensive du stade.
D'accord. Et on nous demande sur live, est-ce qu'il peut jouer à droite? De ce que tu décris, plus pas vraiment. Enfin, en tout cas, c'est pas naturel, quoi. Ça m'a l'air moins naturel qu'à gauche, dans le sens où, malgré tout, lui aime bien rentrer pied droit et frapper ou permettre à son latéral gauche ou à son piston gauche de venir dans son dos, voire de servir dans l'axe quelqu'un qui peut l'épauler aussi. Ça m'a l'air, je pense, quand même plus naturel pour lui d'effectuer tout ça sur le côté gauche que sur le côté droit. D'accord. Hem, 26 matchs en Ligue 1, si je me trompe pas, 10 buts, 4 ou 5 passes décisives, c'est ça? C'est ça. Hem, qu'est-ce que tu peux, est-ce que c'est un bilan qui reflète sa saison, qui est en dessous de ce qu'il peut faire, qui est un peu surgonflé? Parce que bon, il y a les statistiques et des fois il y a le rendu. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Il a surperformé, sous-performé en termes d'expected goals, comme on dirait? Alors ça, faudrait regarder en termes d'expected goals, en termes de max goals dans les tribunes. Moi, j'ai toujours adoré ce mec-là, qui donne vraiment du plaisir à regarder, du plaisir aux spectateurs. Je pense qu'il n'a pas sous-performé, en tout cas. Euh, je, Sans sa blessure et sans des cartons rouges, il aurait facilement pu atteindre la barre des 15, je pense, faire peut-être même un double-double, tu vois, 15-10, ou Ah de oui, s'en quand même. rapprocher. Ah oui, Ouais, c'est pas rien. je pense, mais bien aidé aussi par le fait qu'El Bilal Touré a toujours, encore actuellement, la tête dans le ravin et qu'il n'y avait pas d'autres vrais numéro 9. Là, actuellement, c'est un peu la crise, si tu veux, Mmh. au stade. Donc non, je pense il aurait mis une paire de buts en plus. Sur la fin de saison, il y a quand même eu des matchs un peu plus prolixes pour le stade aussi. Zenelli est revenu. J'aurais adoré voir une connexion Zenelli et Kitike sur toute une saison, par exemple, tu vois, ou avec un Kebal plus régulier. Donc, je pense qu'il aurait continué sur sa lancée. Alors forcément, il n'a pas fait tout bien. Il est passé à travers sur certains matchs. Il a encore des failles de jeunesse. Quand il est revenu en fin de saison après sa blessure, bah, il voulait un peu jouer tout seul, ou en tout cas être le sauveur qu'il avait pu être en début de saison. Et ça marche pas comme ça quand tu reviens de 3 mois de blessure. Mais concrètement, c'est quand même quelqu'un qui a fait toujours ses matchs et qui n'a jamais raté 3 matchs consécutifs, par exemple. Ouais, bah tiens, en parlant de rater des matchs, on va garder sous le coup de l'histoire des suspensions parce que je pense que c'est pas un hasard qu'il ait pris autant de rouge. Oui, c'est moi les notifications WhatsApp, je suis désolé, j'arrive pas à les enlever donc voilà, j'ai coupé mon WhatsApp. Heu, concernant la fiabilité physique du joueur, ce qu'on a eu, on sait qu'il avait eu une petite blessure en début de saison, si je me trompe pas et surtout il a eu une grosse blessure qu'il a contractée en janvier et rechute fin mars ou début mars quand il doit revenir et au final il a loupé, 3 mois. C'est un joueur fragile physiquement? C'était quelque chose qui inquiétait le Stade de Reims ou c'est plus le hasard lié à la saison, peut-être la surutilisation par rapport à ce qu'il avait connu jusque-là? Je pense qu'il y a une part de surutilisation, il y a une part aussi de tout l'effectif du Stade de Reims l'année dernière s'est blessé, hein, grossièrement. Il y a eu beaucoup de pépins physiques. Euh, pas que Hugo. Après, Donc, il a un physique atypique aussi, Maxime. Ça doit jouer aussi. alors forcément, Ouais. c'est quelqu'un qui prend beaucoup de coups aussi. Grosse débauche d'énergie, on lui en a demandé beaucoup. Oui, ça a dû jouer. Et puis, malgré tout, alors, je sais que c'est un vrai débat, la musculation, parce que on passe de félin à pas félin, etc. Je pense malgré tout qu'il peut garder ses qualités naturelles, mais essayer de s'étoffer un petit peu, même si physiquement il tient la route, hein, mais bon, au duel, même il tient debout, il va avoir droit à quand même des sacrés défenseurs sur son dos, et peut-être qu'un peu plus de... Ouais, s'il peut être un peu plus charpenté, peut-être que ça l'aidera. Mmh. Après, s'il a pas beaucoup de muscles, il peut aller plus vite que s'il a beaucoup de muscles, il va moins vite, selon une célèbre théorie du moment, en vogue sur Twitter. C'est, voilà. Est-ce que vous voulez un félin? Est-ce que vous voulez un char d'assaut? Bon, à vous On de voir. on verra.
Ouais, donc en finale, les inquiétudes sont pas forcément nécessaires au niveau physique, si je comprends bien. Il y a un peu de malchance, un peu de Reims qui a pas des très bons préparateurs physiques visiblement et pas Ouais, mal de sans dire qu'il y a pas de bons préparateurs. C'est vrai que la cellule de performance, avait connu des changements et que je crois même qu'elle a depuis connu d'autres changements. Donc, c'est qu'ils ont dû remarquer qu'il y avait petits des problèmes. petites choses à régler à ce niveau-là, ouais. On peut leur en parler au PSG, on a des gens qui sont libres s'ils veulent du changement dans le staff. Ouais et donc suspension, il a pris 2 rouges, c'est ça? Pour des mauvais réflexes, si je me trompe pas? Ouais, alors ça, c'est effectivement quelque chose, qui va peut-être devoir, corriger. Celui de Lens, bon, c'est un pied haut, c'est une vilaine faute. Effectivement, il n'avait pas à mettre son pied au niveau de, je crois, je sais plus si c'est l'oreille ou si c'est le nez de Danso, mais bon, c'était très haut. Ah oui, quand même. Heu, Je ouais, non, 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 J'imaginais, Nigel de Jong en finale du mondial 2010, mais on est encore un peu plus haut là. ouais, ouais, c'est en gros, il a voulu dégager un ballon, tu vois? C'est vraiment des réflexes d'attaquant. Il a voulu dégager le ballon et il a dégagé la tête, et l'arête nasale du joueur, quoi. Ça arrive. C'était pas méchant, en tout cas. C'était un acte manqué. D'accord et la deuxième Et expulsion, ouais? hem et le second, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est en coupe. Alors je sais plus, contre une petite équipe en coupe. Et là, pour le coup, ouais, c'est moins joli. C'est moins joli, c'était un mauvais geste. D'accord, C'était un mauvais geste et puis dans un match contre des amateurs, petit coup de tête, quoi. Enfin, pas un coup de tête, violent, mais ouais, un petit coup de sang. Un petit coup de d'accord. sang. J'ai pas entendu dire que c'était quelqu'un de méchant. Pas J'ai pas l'impression qu'il ait ça dans ses gènes, tu vois? Un peu comme un Zidane, était coutumier du fait, Ouais, qu'on a pris une je bonne dizaine ou une quinzaine dans la carrière. c'est ça, je l'imagine pas en prendre 10 comme ça et piétiner des adversaires ou mettre des coups de tête. Mais par contre, bah, ça va avec la débauche d'énergie, ça va avec, l'enthousiasme, qu'on peut voir même quand il célèbre et cetera. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir ou en tout cas qui vit à 100 ses matchs et bon, Belle célébration au Vélodrome, hein, soit dit en passant. La meilleure, je pense, ouais, de sa bah, carrière. je pense que s'il la met sous la barre, contre vous au lieu de la mettre juste au-dessus, il fait la même, hein. Sans vouloir, mais bon, oui, 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 effectivement, une petite célébration au Vélodrome. Il a failli prendre une bouteille, voilà, la coutume était presque respectée à ce niveau-là au Vélodrome. Mais non, blague à part, ouais, 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 c'est quelqu'un de vraiment passionné et puis, pour le coup, il jouait pour le club de sa ville, donc j'imagine qu'il y a aussi cette dimension-là. Quand tu es le fer de lance du club de ta ville, bon, il doit y avoir une dimension un peu particulière aussi. Ouais. Une question qui revient très souvent, donc on n'en a pas parlé, mais il est grand, il fait près d'1 m 90. Quid de son jeu de tête, Max? Parce que c'est un truc qui passionne les supporters du PSG, parce que comme tu as pu le remarquer, on aligne pas des mecs très, très grands en attaque et comment dire? Pas spécialement, bons de la tête non plus. Est-ce que Hugo Ekitike est capable de mettre une déviation, voire une tête vers le but en profitant de son grand gabarit? Bien sûr, bien sûr. Après, en ce sens-là, tu vois, pour le moment, en tout cas, il n'a pas démontré. Autant j'ai l'impression que, notamment de son pied droit, il est un peu capable de tout faire et de tirer dans toutes les positions. Autant au niveau du jeu de tête, il n'a pas montré, malgré tout, une habilité divine. J'ai pas de joueur de tête, c'est pas un numéro 9 qui a la qualité du jeu de tête de Sergio Ramos. Néanmoins, de par sa taille, de par sa qualité de placement, de par son sens de l'anticipation aussi, il arrive souvent quand même devant ses défenseurs. Alors généralement, il conclut du pied, mais j'imagine que si le ballon est au niveau de sa tête, bah, il va mettre une tête, quoi. Donc c'est peut-être pas sa qualité première, mais ses véritables qualités premières d'anticipation et de placement vont faire qu'il va sans doute se créer des occasions, notamment de la tête. Et puis quand tu es à 3 mètres du but de la tête, j'ose espérer quand même qu'il va cadrer. Oh, je Ah, après,
Voilà. Je vous ai pas assez vu. J'étais pas trop mauriciophile l'an dernier. J'ai pas trop regardé. T'as pas perdu grand-chose, rassure-toi. Donc, si je résume, et est-ce qu'il s'est joué en pivot aussi? Parce que c'est quand même quelque chose de comment dire, d'assez. Enfin, le PSG cherchait un joueur qui était capable d'être grand, donc bon, il est grand, d'être très mobile, il est plutôt très mobile, mais qui sait aussi peser dans la surface et jouer de haut but. Est-ce qu'il s'est pesé dans la surface et joué de haut but, justement? Alors, peser dans la surface, vu qu'il était souvent seul, et qu'au final, les ballons, il les touchait pas toujours dans la surface, mais il les touchait généralement à l'extérieur. Heu, bonne question, bonne question. Comment va-t-il jouer face à un bloc très bas? Et en étant, j'imagine, en pointe d'un bloc très bas avec voilà, 2 mecs sur lui, parce que généralement, voilà, tous vos offensifs en ont deux chacun sur eux. Euh, voilà, ça c'est la grande question. Je peux pas te répondre. C'est pas dans un schéma comme ça que j'ai pu le voir à Reims. À Reims, Après, attends juste, je me permets de te couper. À Reims, c'était quoi le schéma qu'il avait la plupart du temps face à lui? euh, je dirais quand même que Reims, sans dominer les matchs, avait une plutôt bonne possession de balle, mais ne faisait pas un jeu de possession type Sampaoli avec toute l'équipe adverse derrière, arc-bouté devant le but pour empêcher, tu vois, Mboukou et, et Kikike de terminer. Non, non, les défenseurs adverses jouaient quand même plus haut, donc lui Ouais, venait aux 30 mètres, et c'est plutôt dans cette zone-là d'ailleurs qu'il touchait les ballons, c'est entre la surface de réparation, enfin l'entrée de la surface de réparation et les 30 mètres. ouais, je vois. La grande majorité de ces ballons, il Hors les touchait surface. dans cette zone-là. Exactement. En vrai, Quitte à... il y a Ouais. beaucoup d'actions sur les vidéos, etc. Bon, moi, j'ai regardé pas mal de matchs, mais sur les vidéos, où il part de très loin. Il y a une action, je crois que c'est contre Nantes, où il remonte le terrain, il élimine pas mal de joueurs avant de se faire faucher. Il y a pas mal d'actions comme ça où il part de très loin et il fait un peu des rushs balle au pied. Il a une belle habilité technique avec le ballon. Il y a des choses que j'ai bien aimées, mais c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué dans son jeu aussi. Pas mal de courses comme ça avec le ballon pour essayer d'aller attaquer les défenses adverses. Ouais, c'était pas rare qu'en gros, même derrière, tu vois, derrière un coup de pied arrêté défensif, s'il n'était pas dans la surface, c'est lui qu'on trouve dans le rond central, en gros, pour schématiser, et c'est lui qui, de par ses capacités de vélocité, sa capacité à tenir le ballon, comme tu viens de le dire, etc., et à remonter, bah, il faisait gagner 30 mètres au bloc et il allait gratter une faute ou une touche aux 30 mètres de l'équipe adverse, tu vois, et faisait remonter tout le bloc. Ça, il l'a fait sans être des actions dangereuses, mais c'est des actions importantes parce que ça permettait justement à Reims de sortir un peu de pièges défensifs. C'est plus des schémas qui, je pense, il va retrouver chez vous. Là, pour le coup, chez vous, il va être en pointe, bien marqué, sans doute plus haut qu'il n'a joué à Reims. Alors, va-t-il décrocher? Je ne sais pas exactement comment vous comptez l'utiliser et qui va l'entourer dans quelle zone du terrain. Mais j'ose imaginer qu'il faut quand même qu'il ait un peu d'espace. Ça serait dommage de le cantonner à un rôle de numéro 9 un peu à la Icardi, quoi. Où on lui demande juste d'être là aux 16 mètres et d'attendre le ballon. Au contraire, hein, Max. Je pense qu'on va lui demander de prendre la profondeur, de se déplacer sur toute la largeur, de ce genre de Pareil, je choses. pense. Justement, le Un joueur- PSG cherchait un autre joueur qui est critiqué en plus, notamment Skamaka, pour vraiment peser dans la surface. Mais s'il cherchait un autre en plus de lui, c'est qu'il ne voit pas en lui à court terme un joueur qui va peser dans la surface, quoi, par définition. Tu vas pas chercher deux fois Bah le même joueur, quoi. ouais, et puis pour le coup, ce serait quand même assez intéressant de voir la complémentarité qu'il pourrait avoir avec dans un autre rôle et dans un autre rôle, notamment en termes d'aura dans l'effectif, mais avec un Mbappé qui Oui. est capable lui aussi de prendre la profondeur ou de prendre le ballon et d'accélérer. Ça va être intéressant de voir leur complémentarité, sachant qu'Ekitike, c'est quand même quelqu'un d'assez fin. Alors, c'est pas Ronaldinho, mais c'est quand même un numéro 9 qui sait passer des dribbles et qui aime passer des petits ponts. Donc, ça peut être aussi intéressant. Bon, il n'y aura qu'un ballon, donc il va falloir que vous débrouillez avec, que Christophe se débrouille avec tout ça, tu vois. Mais
moi, je suis beaucoup plus excité à l'idée de le voir dans un PSG dominateur, en Ligue 1 et puis qui aura forcément plein de choses à jouer ailleurs, qu'à Newcastle, par exemple. Ah Immensément bah plus excité. ouais, enfin, il y a pas grand monde qui préfère à regarder Newcastle que le PSG quand même. Enfin, je dis pas ça parce que je Mais supporte le PSG, mais bon. non, mais même au-delà de regarder Newcastle, tu vois, de le voir dans un contexte Première Ligue, Hmm. bah, sauf si c'est effectivement dans un top club. Sinon, bien sûr qu'à mon sens, il va beaucoup plus s'épanouir et que sa gamme et sa palette déjà va coller à certains manques chez vous, je pense. Et au-delà de ça, sa gamme et sa palette va immensément plus s'étoffer et rapidement, je l'espère et je pense, à 45 minutes de TGV de chez lui, dans un championnat qu'il connaît, avec des top players. Bon, Mais j'ose imaginer une success story quand même. ouais, en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu dis ça, c'est que ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est quand même un joueur, malgré son gabarit, sa vitesse, c'est quand même un joueur qui a une de vraies bases techniques alors, qui a un vrai pied droit. On a parlé tout à l'heure, le fait qu'il est capable de dribbler, tout ça. C'est un joueur qui Ouais, a. Non, mais c'est vraiment un joueur technique, quoi. C'est un peu comme Mbappé, tout le monde parle de sa vitesse, mais ce qui fait que le ballon, il n'y a pas grand monde qui sait le faire non plus, quoi. bah, franchement, c'est un peu ça, hors toute proportion gardée, Ouais, évidemment, évidemment. Et évidemment, ouais. puis, tu l'as rappelé tout à l'heure, il a 25 matchs de Ligue 1 dans les pattes, et une saison et demie. Bon, il va peut-être falloir lui laisser aussi un peu de temps, et j'ose espérer que le poids de son transfert va pas être évoqué très rapidement s'il lui faut 3, 4, 5 mois d'acclimatation chez vous non plus. Non, mais attends, Mais, attends, 30 millions pour nous, c'est un chômeur, hein, je te le dis tout de suite, hein, Ah, ça te met même pas sur la feuille de match, un transfert à 30 millions au PSG. On en a un à 50 qui met pas un pied devant l'autre devant. C'est rien à 30 millions chez nous. c'est pas faux. Mais bon, C'est vas-y. pas, c'est pas, c'est pas faux. Mais non, non, franchement, ouais, je suis impatient de voir si lui-même va se lâcher un peu parce qu'à Reims, le contexte lui a permis de se lâcher au fur et à mesure et de passer, ouais, des petits ponts, des passements de jambes dans sa propre moitié de terrain, sur un côté, en phase défensive. Enfin, c'est un joueur, tu vois, c'est quelqu'un qui aime le jeu, c'est pas quelqu'un qui, à Reims en tout cas, il se cachait pas, Mm. ni offensivement, ni balle au pied pour essayer d'en caler un petit et de le faire lever les travées, tu vois. Mm. Et d'ailleurs, ce qu'on me dit sur le live, c'est ouais, il a de la personnalité quand même apparemment. C'est pas un joueur effacé, quoi. Non, alors je pense que c'est pareil, c'est venu progressivement au gré de ses bons matchs, mais tu le vois dans ses célébrations, tu le vois dans sa façon de... Parfois, il marquait un but et il traversait, il faisait 80 mètres en sprintant pour aller sauter enfin, dans les bras des ultras rémois. Ouais, c'est quelqu'un qui chambre, qui joue, qui vit, qui sur les réseaux sociaux s'amuse de plus en plus, on le voit danser, etc. Ouais, c'est quelqu'un qui a de la personnalité et qui, dans sa façon de voir le foot et de jauger sa carrière, est quand même plus proche, pour reprendre des noms qu'on a cités depuis tout à l'heure, d'un Kylian Mbappé que d'un El Bilal Touré. D'accord. Autre question qu'on me pose sur le live, parce qu'on a un peu parlé de son profil offensif, bon, il est pas, si je comprends bien, c'est un joueur qui a une zone d'activité assez large, qui est pas forcément spécialiste dans le jeu en pivot, qui est plutôt un joueur qui va prendre le ballon, aller beaucoup vers le but. C'est ça à peu près, ou je déjà dit une connerie? Non, 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 c'est bien résumé. On a vu quand même pas mal d'actions où il part en profondeur aussi. Il a un certain jeu à ce niveau-là quand même, non? Oui, ouais, et il a l'intelligence aussi de conserver. Ce qu'il n'a plus vraiment eu, enfin, ce qu'il n'a plus vraiment eu. Je l'ai revu que 2 fois en fin d'année quand il était après sa blessure. Mais sa capacité à tenir le ballon, à faire la passe au bon moment et à ne pas vouloir faire le gris-gris de trop, la course de trop, tu vois, de se précipiter, ne serait-ce que pour aller trop vite vers l'avant, etc. Ça, il en a eu les capacités, en tout cas, il l'a démontré à plusieurs reprises. Et le fait qu'il ait claqué, je sais plus si c'est 6, 7 ou 8 passes décisives, montre aussi un certain altruisme à ce niveau-là. Ouais, effectivement. Une question qui revient souvent et qui est quelque chose qui passionne les supporters du PSG.
quid de son investissement défensif? Est-ce que c'est un joueur qui défend ou pas? Est-ce qu'il défend bien? Est-ce qu'il défend mal? Est-ce qu'il se donne à ce niveau-là? Sur l'échelle Mauro ou Non, mais c'est pas une échelle, ça déjà. Ça monte pas un étage, ça. sur l'escabeau Mauro? Sur l'escabeau, sur le tabouret, Mauro Icardi, on est où là? Non, non, alors, c'est pas sa qualité première, mais rechigne pas. Toujours dans cette même idée, tu vois, il est content d'être sur le terrain, il aime bien ses petits camarades, il veut faire gagner l'équipe. Donc si on lui demande de faire quelques courses, il fera quelques courses. C'était le premier défenseur parce que Garcia jouait comme ça et l'attaquant, quel qu'il soit, était le premier défenseur. Donc il l'a fait sans être tu vois, sans être un génie du pressing offensif, mais il le fait sans problème. Et comme je disais tout à l'heure, bon sens du placement et bonne anticipation offensif, il a potentiellement aussi cette vista-là quand il s'agit de regarder comment les blocs adverses veulent ressortir. Donc pas à l'abri de gratter un ballon à 25 ou à 30 mètres. Ah, il a un peu du nez défensivement quand même. Donc. C'est un joueur qui sait gratter, qui sait aller au bon endroit, quoi. Ouais, c'est un joueur intelligent. C'est un joueur sur et en dehors, tu vois. D'accord. Vraiment. En dehors, dans sa façon de gérer sa carrière, on l'a vu là avec la temporisation qu'il a pu mettre sur les discussions avec Newcastle et sur sa façon de gérer aussi son exposition de plus en plus importante, mais aussi sur le terrain parce que bah, ça se voit presque vite un petit peu. Alors forcément, c'est Derek Light, donc tu vas pas montrer ses mauvais choix, mais tu vois sur ce type de vidéo qu'il est que lorsqu'il est à la dernière passe, il a une sorte de petite vista, il a une sorte de petite, il a le bon tempo, il a un QI foot quoi. Ouais. C'est pas une huître Non, non, bah, c'est bien. à ce niveau-là. Non, mais t'as des joueurs effectivement qui ont des capacités physiques hors normes et qui comprennent pas trop le sport auquel ils jouent. C'est pas son cas, lui. C'est Il ça. glo- Après, lui est plutôt complet à ce niveau. Bon, J'ai l'impression d'en dire que du bien. J'ai l'impression de te vendre t'inquiète, non, mais vraiment, juste. d'être son VRP. Ah non, parce que bon, tu nous as beaucoup parlé de Reims. Quand tu nous expliques qu'il a jamais joué un bloc bas de sa vie, on se doute bien qu'il va avoir un temps d'adaptation, ce jeune. Une question qu'on nous pose, est-ce qu'il a déjà joué à deux pointes avec le stade dans une attaque à deux? Oula, oula, ça... Max? Est-ce que tu peux juste refaire le début de ta question? J'ai cru comprendre que ça parlait d'une attaque à deux. Voilà, c'est exactement ça. Est-ce qu'il a déjà joué avec deux pointes au Alors, c'était pas le schéma privilégié de notre ami Oscar Garcia. Néanmoins, comme je te disais tout à l'heure, il a joué avec des mecs comme El Bilal Touré devant. Hmm, Il a joué avec. Alors, il était plutôt positionné à gauche quand c'était comme ça. Ce fut rare, mais ça a été en tout cas tenté de temps en temps. Ou- difficile de te répondre. Il a eu en tout cas des joueurs d'axe. Il a joué avec des joueurs d'axe. d'accord, Et des joueurs aussi du profil de Nathanael Mboukou, Michel Van Bergen, Ilan Kebal, qui sont pour le coup plutôt des joueurs qui qui vont s'appuyer sur lui, quoi. ouais, qui vont tourner autour, qui vont pour le coup ne pas hésiter à prendre les côtés à sa place. Après pour reprendre un match où lui avait marqué sur la fin d'année. Oui, effectivement, quand il y a un déplacement à Lyon, il remplace, si je dis pas de bêtises, El Bilal Touré et Ilan Kebal tourne autour dans une sorte d'attaque à deux. D'accord, Ça, on l'a déjà vu. Je crois qu'on l'avait vu aussi dans un match un mauvais match d'ailleurs contre 3 où non, je viens de vérifier, il n'était pas rentré, donc c'est pas celui-là. Mais en tout cas, on l'a vu une ou deux fois avec un plus petit gabarit autour de lui dans une attaque à deux. Mais ce fut quand même extrêmement rare l'an passé. Généralement, quand il y avait une attaque à deux, c'était pour pallier à l'absence d'Ekitike. d'accord. On a beaucoup dit de bonnes choses sur lui. Qu'est-ce que tu lui vois comme défauts principaux aujourd'hui?
Le, euh, enfin, c'est très très délicat de tirer un constat définitif d'un joueur qui a 25 matchs en Ligue 1 et qui vient d'être propulsé dans l'un des, ça me fait mal de le dire, mais un des top clubs européens. Donc, fatalement, c'est tout l'aspect hors terrain, tout je dirais, le côté un petit peu naïf, tu vois, et enfantin qu'il pouvait avoir à Reims. Moins de pression, moins de lumière, moins de tentation, moins d'argent, moins de, tu vois. Ouais. Comment comment va-t-il gérer ça désormais? Comment va-t-il gérer de devoir, j'imagine, avoir beaucoup moins de temps de jeu? Quel sera son temps de jeu? Sera-t-il capable, dans un match où il va peut-être toucher 3 ballons parce qu'il sera rentré à 20 minutes de la fin, de tirer quelque chose de positif de seulement 3 ballons? Lui qui en touchait beaucoup plus, qui avait quand même l'habitude d'être, tu vois, le numéro 1 offensif et d'être touché très régulièrement par les autres. Hmm. Ça, c'est des questions intrigantes, tu vois, et qui sont excitantes pour les gens qui l'ont vu ici, de voir comment lui va régler ces inconnus-là. Tiens, Parce justement, que, encore une fois, je suis pas persuadé que si tu lui donnes que 3 ballons, il soit capable de bonifier les 3, tu vois. Il faudra qu'il soit clean dans sa tête et qu'il soit aware avec tout ce qu'on va lui demander et son rôle véritable dans tout le groupe. Je ouais. pense que si ça c'est clair, en début de saison l'année dernière, quand il était pas titu ou en match de prépa, il faisait les efforts comme tout le monde, tu vois. Et il n'était pas le Hugo Ekitike qu'il était en avril ou en mai. Mais encore faut-il maintenant accepter de, tu vois, de redescendre en termes de responsabilité. Mais je pense qu'il en est pleinement conscient. Hein. Il n'arrive pas pour être titu 90 minutes chaque match. Tu vois. Ouais. Euh, Deux petites questions. Est-ce qu'il a une grosse vie nocturne? Mais bon, ça, je ne sais pas si tu fréquentes les établissements de nuit, Rémois. Si, mais pour mon plaisir personnel, sans rentrer dans les carrés VIP avec El Bilal Touré et avec les autres. Non, mais c'est pas un flambeur en tout cas. D'accord. On a plutôt tendance à dire que lui est un gentil garçon. Il y en a d'autres, On dira mais pas lui ça. c'est plutôt un bon garçon. Non, D'accord. lui a pas de casserole en tout cas au cul. Jamais entendu dire putain j'ai vu Ekitike samedi Déchiré après la éclater. défaite. C'est ça, éclater à l'Atrium ou au Vogue, qui sont les boîtes par chez nous, ou en train de faire un karaoké ici et là. Non, jamais. D'accord. Tiens, une question. Quelles sont les réactions du côté de Reims vis-à-vis de son départ? Alors, ça a un tout petit peu bugué. Est-ce que tu peux me Ah, la redire? quelles sont les réactions du côté de Reims vis-à-vis de son départ? Euh, Alors, si on parle des dirigeants, beaucoup de fierté d'avoir formé quelqu'un qui est aujourd'hui au Paris Saint-Germain, surtout que c'est une belle vente. Si on parle des supporters, il n'a laissé que des bons souvenirs. Peut-être aussi parce que l'expérience n'a duré que 25 matchs, tu vois. Donc fatalement, quand c'est une love story de 25 matchs, tu ne gardes que des bons souvenirs. Les gens vont sans doute le regretter cette année s'il n'y a pas de numéro 9 qui arrive. C'est déjà un peu le cas dans les matchs amicaux. Mais globalement, les gens sont très heureux pour lui parce qu'il n'a jamais triché et que c'est un bon garçon. Donc c'est surtout de la fierté et de la joie pour lui. Ouais, on se quitte bons amis. Tu as fait 25 bons matchs, tu as aidé le stade et t'as rapporté un bon chèque, quoi. Voilà, en termes de bilan comptable, il va aider le stade sur une année enfin sur un exercice et demi, je pense. Ouais, Donc par rapport à ça, on peut pas en tirer beaucoup plus, je pense. Est-ce qu'ils auraient pu en tirer plus dans un an? Peut-être. Est-ce qu'ils auraient pu en tirer moins? possible aussi, ouais. Possible aussi. Si tu me demandes de faire des probas, je pense qu'ils en auraient tiré un peu moins. Donc non, non, les gens sont heureux pour lui. Et puis les actionnaires sont aussi, j'imagine, heureux parce que financièrement, c'est une très belle vente.
Bah, c'est la deuxième plus belle, enfin c'est la plus belle vente de l'histoire du Stade de Reims avec 2 fois plus que comment il s'appelle notre ami que Boulaïdia quoi. C'est ça si je me trompe. Ouais, il y a Disasi aussi Ah oui, 15 millions Disasi, c'est ça? qui était à 13+2 si je dis pas de bêtises. Donc oui, oui, c'est largement la plus belle vente du Stade de Reims et je crois même que c'est le deuxième plus gros transfert franco-français d'un Français après Mbappé. Ah oui, probablement, oui, puisque j'ai des souvenirs de joueurs à 25-30 millions. Gourcuff de Bordeaux à Lyon, je crois que c'est 25, mais il n'y en a pas eu beaucoup déjà des transferts. Kurzawa du Monaco au PSG, c'est 25. Des transferts franco-français de plus de 30 millions, j'en ai pas Oui, en tête. encore moins de Français, tu vois. Mm. Donc, mais oui, oui, voilà. Donc tous ces marqueurs-là sont, je pense, importants pour le club et pourraient lui mettre, voilà, un petit peu de pression aussi à lui. Moi, c'est vraiment ce que je redoute, c'est sa capacité à digérer ça, en fait, à digérer tout ça. Mm. Et à se mettre focus, la tête dans le guidon. Et c'est marrant, c'est qu'à aucun moment tu sembles citer son gabarit quand même très frêle comme une limite pour lui, comme s'il avait, malgré le gabarit, il avait très bien su résister avec le stade en fait. C'est parce que, enfin, on en revient souvent à ça, mais c'est vrai qu'il paraît tellement maigrichon par rapport bah, la Ligue 1, c'est quand même un championnat, il y a de la viande, quoi, on va pas faire semblant. Hein. Ouais, mais il est toujours bien En fait, il compense. Il compense par le placement, il compense par la malice, il compense par l'altruisme, par la vitesse, bah en fait, tu vois, quand tu lui mets Dylan Brown et Mangala, tu vois, 2 semaines consécutives sur le dos, bah il les efface en fait. Non, mais c'est bien. Il arrive à se mettre dans une situation. Alors c'était encore une fois hein, dans le contexte rémois, à voir chez vous tactiquement comment ça va tourner. Mais ouais, il les effaçait quoi. Alors oui, il prenait des tampons, il se faisait tordre un peu aux 30 mètres, ça arrivait. Mais quand il était lancé, quand il était dans les bonnes dispositions géographiques, je dirais, sur le terrain, tu vois, Mm. bah, les gros défenseurs bourrins sont pas toujours un problème. D'accord, non, mais c'est intéressant parce qu'au PSG, il y a quand même, on affronte souvent des équipes avec des blocs très renforcés, des défenseurs qui n'hésitent pas à jouer de façon très physique, hein, même sur des joueurs qui sont pas très épais. Notamment un petit brésilien qui s'est parfois fait massacrer. Donc c'est bien si Ekitike a cette résistance au coup parce qu'il va en prendre. Mathieu ou Titi, vous avez des Oui, oui, questions? alors Oui, vas-y, complète Max. non, non, non. Non, non, mais c'était pour dire que il va en prendre. Et là, c'est vrai que là, si tu lui mets, parce que vous allez jouer enfin, vous jouez toujours contre des blocs à 11 derrière, quoi. Un peu moins l'an passé parce qu'ils avaient compris. Mais généralement, c'est ça. Et quid de sa capacité, justement, quand tu vas avoir 2 Golgoth d'un 90 et 90 kilos qui vont lui tenir les deux jambes du short, un à gauche, un à droite. Ça, s'il n'a pas d'espace pour s'exprimer, il va devoir élargir un peu sa palette, quoi. Mm. Tiens, question rapide, on nous dit coup de pied arrêté et penalty, il en est où? Penalty, il les prend Non, non, parce il les que prenait. Alors déjà, je il les t'explique. prenait. Voilà. Pas- C'est fini, c'est fini. Chez nous, il va prendre un ticket. Après, on verra s'il a le ballon. C'est vrai, pardon. Je vivais un peu dans le passé. Il les prenait, coup franc, il peut les tirer, mais bon, il a une bonne qualité de frappe, donc ça peut passer, mais c'était pas l'artilleur numéro 1. D'accord. Donc il n'en verra pas un avant 2027. Il y avait une autre. Si on lui demande d'y aller, il va y aller. C'est ça la question. Et que ce soit contre 3 comme contre City. D'accord. J'ai l'impression que la pression ne lui fait pas, euh, ne le fait pas reculer dans une séance de penalty. Euh, comment dire? Titi ou Mathieu, vous avez des questions pour Max à propos de Hugo Ekitike, donc, dont on rappelle que le nom est un palindrome, c'est quand même extraordinaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un palindrome, c'est un nom qu'on peut lire depuis la gauche ou la droite, et c'est formidable. C'est une des belles choses de la langue française, entre autres. Mathieu ou Titi, sur une question pour Max à propos de notre jeune recrue de 20 ans. Rien du tout, visiblement. Non, non, pas trop de questions. Je pense que le live a posé pas mal de questions déjà. Et Maxime nous a dépeint
le profil du GOAT de façon très exhaustive. Donc non, ça va, pas trop de questions pour moi. Peut-être t'as eu des réponses en privé aussi. T'as plus de Oui, questions. Oui, voilà. ouais, peut-être aussi. Mathieu, t'en as toi ou pas par rapport à toi qui es un grand admirateur de la Ligue 1 ou non, c'est Non, mais bon? ne connaissant pas vraiment le joueur, j'ai écouté avec attention ce qu'a dit Max, ce qu'a dit aussi Ami Raphaël la semaine dernière. Donc forcément, c'est des descriptions qui sont qui font naître pas mal de promesses vis-à-vis du club. Mais là où je trouve que le deal est bien négocié côté PSG, c'est que notamment avec la formule du prêt et puis le fait qu'ils partent a priori dans un rôle assez reculé dans la hiérarchie, c'est qu'on peut se permettre de l'attendre. C'est-à-dire qu'on peut avoir une première saison d'acclimatation, aussi d'adaptation au nouveau contexte qu'il va trouver au PSG dans le fait d'affronter des équipes qui sont sur le plan tactique différentes que celles qu'il pouvait trouver quand il jouait à Reims, ce qu'a expliqué Max. Ça, c'est quelque part, je pense pas que le PSG parte avec l'idée de faire d'Ekitike sa première option comme doublure en attaque. Je pense qu'on risque d'avoir encore une recrue dans ce secteur-là. Il y a évidemment des joueurs titulaires qui vont accaparer beaucoup de minutes s'ils sont pas blessés. Donc Ekitike, je pense que c'est une position assez favorable pour lui. Il peut être plutôt dans l'ombre dans un premier temps. Euh, Aussi gagner un peu, je pense, physiquement, parce que même si c'est pas forcément un frein d'être fin et d'être longiligne, mais quand tu es attaquant, quand même, je pense que tu peux t'étoffer un peu plus et sans doute que musculairement, ça peut être aussi à l'origine de certaines blessures. Donc, c'est un travail, je pense, qu'il va devoir trouver, même s'il faut garder un certain équilibre. Et voilà, tous ces progrès, toutes ces améliorations et ce développement, tout simplement, c'est un joueur qui reste en post-formation à 20 ans, il peut se permettre de le faire dans l'ombre dans une saison qui peut être une saison d'acclimatation pour lui. Donc je pense pas que le PSG lui mette une énorme pression à ce niveau-là. Et encore une fois, je pense on peut se permettre de l'attendre. Après, s'il est capable d'avoir un impact immédiat dès sa première saison, on prendra évidemment. Ce serait une agréable surprise. Mais dans l'immédiat, je serais plutôt d'avis de ne pas mettre une énorme pression sur ce jeune et qui continue à s'adapter, à s'acclimater tranquillement dans un rôle un peu de deuxième plan dans l'effectif, mais avec une projection sur le futur qui sera forcément importante. C'est un investissement qui montre une confiance de la part des décideurs du PSG. Oui, c'est ça. Et puis, comme tu le dis, même s'il a un temps de jeu, je pense autour de la Coupe du Monde notamment, qui sera forcément plus important, il sera forcément dans une équipe où il y aura des mecs avec un CV plus épais que lui qui vont prendre entre guillemets la foudre pour lui, quoi. Je regrette si le PSG perd, je sais pas, en Coupe de France début janvier, un match ridicule à Laval, autre palindrome comme on l'a signé sur le live. Ça sera pas la faute des critiqués, quoi. Ça sera probablement plus la faute des gros CV qui seront alignés, qui n'auront pas répondu présent. Donc, pour moi, il a franchement. Alors, j'espère que Galtier va vraiment lui donner du temps de jeu, mais il a la possibilité de se développer vraiment tranquillement parce que bah, la Coupe du Monde 2022, il a aucune chance de la jouer, on va pas faire semblant. Il peut peut-être viser l'Euro 2024, mais il a 20 ans, il débute à peine. Comme tu dis, il y a quand même si lui-même revendique ce gabarit un peu fluet et fuir un peu qui lui permet de fuir les contacts, qui lui a réussi jusque-là, on peut pas le nier. Je pense qu'il va forcément s'étoffer physiquement et ce sera beaucoup mieux pour lui de se développer vraiment tranquillement. En fait, ça, quelque part, c'est un peu un transfert toute proportion gardée qui me rappelle celui de Lo Celso à l'époque. Savoir quelqu'un qu'on prend vraiment très jeune, qui a à peine 25 matchs en pro, qu'on laisse mûrir tranquillement, à qui on met pas de pression. Alors c'est vrai que Lo Celso, je crois qu'on l'a pas vu pendant 3 mois ou pratiquement 4 mois, tellement il était à la rue physiquement en arrivant. Bon là, Ekitike est déjà beaucoup plus près, mais c'est vraiment un joueur j'espère, on va faire venir petit à petit en équipe première, qu'on va lui donner du temps de jeu. J'espère en revanche qu'on va pas lui filer 90 minutes de jeu sur la première partie de saison, quoi. Là, ça me ferait un peu mal pour lui, quoi. Bon après, il a signé jusqu'en 2027, via un prêt un peu comme d'habitude, un peu qui est une écriture comptable avant tout. Mais j'ose espérer qu'on lui donnera du temps de jeu pour pas qu'il se dégoûte aussi, qu'il se décourage, parce que c'est dur à 20 ans de se retrouver sur le banc de touche et de ne pas jouer, quoi. Mais bon, en tout cas, c'est pas mal. Max, avant qu'on te libère, on nous dit qu'est-ce que tu penses de la comparaison faite par Yoann Mikou avec David Trezeguet? Je, je- Si j'ai compris un peu ce qui est critiqué, ça n'a rien à voir, mais bon, je te laisse répondre.
Bah, déjà beaucoup plus technique. Je pense qu'il a une palette de joueurs, tu vois, une palette de joueurs offensifs qui semble être plus large. Alors, on va mettre du conditionnel partout parce que sinon, on va me retrouver avec des mentions dans 3 mois. Mais qui semble être plus large, notamment techniquement, en termes de vivacité, de capacité à jouer sur les côtés, de choses comme ça. Après, je pense qu'il l'a dit dans le sens où, ouais, de temps en temps, tu as l'impression qu'il peut frapper de tous les côtés et que son pied droit, il en fait un peu ce qu'il veut à l'extérieur comme à l'intérieur de la surface. Bah, Ça, tu vois, ok. je sais pas si c'est son dernier but, mais la frappe en dehors de la surface en fin de saison, là. Elle est Ouais. Ouais, belle. la frappe snitch, là, elle est terrible. Vraiment, ça, c'est vraiment un super but. Et ça rejoint ce que tu viens de dire sur le fait qu'il puisse frapper de n'importe où et que tu as l'impression que ça va faire mouche, quoi. Bah ouais, et puis il était en pleine confiance, donc il attendait. Et puis il était parfois pas aidé, donc c'était sa solution de repli. Alors, je t'avoue, il en a fait aussi, il en a envoyé aussi dans les tribunes, hein. Mais en tout cas, en confiance, c'est quelque chose qu'il est capable de faire. Tu vois, d'allumer une mèche comme ça à 25 mètres, bon, il est capable. Que Trezeguet, je le vois moins faire ça. Dans mes souvenirs, c'est quand même quelqu'un qui se cantonnait à la surface de réparation. Après, en termes Je de pense que la jeu, comparaison elle est peut-être sur le Trezeguet de début de carrière qui avait aussi un Ouais, ouais, gabarit assez celui de fluet et Monaco, longiligne. ouais. Aussi. Mm. exactement. Ouais. Et Trezeguet a mis une célèbre praline contre United, Ligue des Champions 98, si je me trompe pas. Terrible. Terrible, une frappe terrible. Une belle frappe comme on Avec les aime. Trezeguet qui avait failli jouer au PSG en plus. Ça peut faire un peu filiation. Mais d'ailleurs, il y a des photos avec de Trezeguet Ouais, sur il le y a maillot des du photos avec PSG. le maillot, hein. Ouais. Mais ça, c'était son essai, c'était 96. C'était quand Mm. Louis, 95 même, si je me trompe pas, ça doit être l'été 95. Quand Louis veut le faire signer, que le PSG veut pas, parce qu'ils veulent pas lui filer un appart. Enfin bref, c'est comme ça, c'est les grandes histoires du PSG. C'est l'époque où on a raté consécutivement Zidane, Trezeguet, Roberto Carlos en peut-être 12 mois. Ronaldo. Ronaldo aussi. Allez, c'était la période Canal où ça commençait à tourner vinaigre. Mais bon, c'est autre chose. Un peu Euh, plus tard. oh, arrête Mathieu, je vais pas tarder à pleurer en plein podcast. On nous demande pour la 8e fois est-ce qu'il peut jouer côté droit. On en a parlé au tout début. Donc, Pourquoi vous voulez qu'il joue côté droit en jeu sans ailier cette saison en plus au PSG? Ce non, que mais je j'allais pense dire. qu'on nous dit axe droit par exemple. Ça serait plutôt. Enfin, si aujourd'hui, s'il doit intégrer le 11 de départ, on va dire bah, Messi est en 10, Mbappé est plutôt axe gauche, bah, il ira où on lui dit d'aller, donc ça sera plutôt axe droit. Mais c'est vrai que c'est une question qui était posée sur le live, c'est on le met où dans la hiérarchie des attaquants à cet instant en fait. Je sais pas, Titi ou Mathieu, ce que vous en pensez. Bah, Moi, derrière sixième. Kalimundo, s'il restait, c'est derrière Kalimundo, quoi. Pour moi, il Si doit être sixième derrière les trois, Ouais. Sarabia et une éventuelle recrue parce que je pense qu'Alimundo, vente obligatoire. le retour de Mathieu On le va se battre, comptable. on va se battre, Mathieu. Bah, disons que si tu le vends pas, tu vends personne, hein. Faut pas, En fait, faut Mathieu, je, pas se je faire sais trop pas. d'illusions. Mais Non, et pour revenir sur la question, je sais pas à quel point on doit considérer encore Messi comme un attaquant ou comme un milieu de terrain. C'est un peu ça l'idée. non, mais je considère les trois postes offensifs. Moi, C'est pas, pareil, je suis un attaquant, Messi je pour faisais moi. pas, je faisais pas de hiérarchie de différenciation entre le poste de numéro 10, sachant que Neymar peut occuper le 10 aussi, Mm. et l'un des deux attaquants. En plus, sérieusement, je pense que Ekitike, c'est normal qu'il. Après, ça dépendra de ses performances, hein. Si directement il est performant, qu'il fait des entrées, il montre voilà, du punch, sa qualité, etc., que son profil semble coller, bah forcément, il grattera des places dans la hiérarchie. Mais je pense que si tu fais la planification en début de saison, ça doit être la logique. C'est normal qu'il passe un peu derrière des joueurs plus confirmés. Mm. Et évidemment, après, c'est à lui, par sa performance, de brûler un peu les étapes et de passer devant plus rapidement que prévu. Ce serait l'idéal pour lui. Mais je pense que c'est juste de ne pas trop en attendre non plus pour une première saison. Encore une fois, d'acclimatation pour un joueur qui reste en post-formation, qui a fait une vingtaine de matchs en Ligue 1 jusque-là, et qui doit encore à la fois s'adapter au contexte du PSG et puis même s'étoffer lui en tant que joueur et physiquement, tactiquement, techniquement. Donc, moi, je ne mettrais pas forcément de pression sur Ekitike et j'en attendrais pas forcément énormément dès sa première saison. Mais après, s'il peut dépasser les attentes dès les premiers mois, tant mieux, évidemment. Mm. Mais après, c'est vrai qu'on me dit sur la live, il peut, avec son seul prix, il est devant Kalimundo. Bah oui et non, parce que comme je disais, déjà 30 millions au PSG, c'est pas non plus le bout du monde, hein. Enfin, 30, je sais plus combien c'est, si c'est 30, 36, enfin bref, c'est pas 150 quoi.
Et Kalimundo, déjà physiquement, il est plus mûr que lui. Le PSG, il le connaît déjà. Ses partenaires, il les connaît déjà. Il est déjà intégré au groupe et tout ça. Pareil, il est derrière Sarabia. Bah attendez, Sarabia, il est international espagnol. Il va pratiquement être titulaire à la Coupe du Monde. Il a déjà fait des saisons à 40 buts ou presque. Oui, évidemment qu'il. Sarabia est déjà visiblement devant Kalimundo, hein, si on croit les Oui. premiers. Donc, si tu fais un peu la hiérarchie. Après, c'est fait pour être remis en cause durant la saison, évidemment. Puis il y aura des blessures, des Mm. suspensions, des sélections nationales. Le calendrier de la saison est quand même assez particulier. Il y a beaucoup de matchs très ramassés. Moi, je m'inquiète pas spécialement pour son temps de jeu, mais c'est vrai que quand il va jouer, il va falloir. Il a intérêt à être bon, comme dirait Laurent Blanc, quoi. Voilà. Mathieu, Titi, vous avez encore une ou deux questions? Le live aussi pour Maxime avant qu'on le libère, parce que bon, le pauvre, il part en vacances demain, donc on va pas lui tenir la jambe jusqu'à 2h du matin. Et je pense que la présentation était, ma foi, assez exhaustive. Vous avez une dernière question ou pas? Je vous lis partout. Si vous en avez, n'hésitez pas. Moi, de mon côté, je pense qu'on a fait un tour assez complet de présentation de ce jeune. Oui, non, c'est bon, on a tout dit. Ouais, c'est bon, je pense, hein. Voilà. On nous dit à voir comment il combine avec Kylian. Ouais, c'est sûr que s'il est en mesure de combiner avec Kylian Mbappé, en général, c'est un bon moyen d'avoir une place dans le 11 de départ, quoi. Surtout qu'il l'aime beaucoup, il a beaucoup cité en exemple sur ses différentes interviews avec Etike, donc ça va être sympa de les voir ensemble. Ouais. Max, avant que tu nous quittes, on nous demande, tiens, à quel joueur tu comparerais ce bon Hugo Ekitike? Quel grand joueur? Oula. Chou, 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 chou. Bah, Tu peux nous alors dire attends, Mbappé, hein. Tu t'embêtes pas comme ça. bah, alors toute proportion gardée, oui, déjà. Après, j'ai essayé de voir en neuf pur, tu vois. Quelqu'un qui vraiment est. Sur le live, tu vois, Euh, tout à l'heure, on me disait, il fait plus penser à Thierry Henry qu'à David Trezeguet. Et je trouve que sur certaines attitudes, il y a un peu du Henry de Monaco. Ouais. Et Henry jouait beaucoup côté quand il était jeune. Ouais, Ouais. Henry a joué longtemps côté, ouais, il a ouais. joué côté, mais même à Monaco, si vous regardez, il y a Même à la certains Juve. matchs. À la Juve, ouais. À la Juve, bon, je vais pas dire qu'ils savent pas Il l'utiliser. a pas beaucoup joué, mais. Voilà, mais moi Mm. j'ai des souvenirs de Henry aussi, attaquant axial des fois à Monaco, pas que ailier quoi. Et je trouvais que sur certaines phases de jeu, il y avait des similitudes, ses grandes jambes qu'il arrive à mettre très vite en action, le culot devant le but, ce genre de choses quoi. Mais bon, après c'est sûr que c'est des joueurs très différents et je vois pas du tout Ekitike aujourd'hui être en mesure de faire ce que faisait Henry sur un côté où il était. Bah, Bah, Henry, il était champion du monde à cet âge, donc c'est sûr voilà. que c'est compliqué à comparer. Et j'ai cru Non, que tu allais dire Ngog Philo, donc non. Bah, franchement, il y a du David Ngog, hein, mais je pense qu'il a pas tout à fait le mental de David Ngog, qui restera comment dirais-je, une grande déception à mes yeux, mais c'est comme ça, quoi. Et David Alors Ngog, après, je lis. Oui, vas-y, Max. J'ai lu Karou et O'Haro dans le chat, par exemple. Ouais, mais c'est par la taille, ça. Ouais, parce que beaucoup plus mobile et beaucoup plus fin, techniquement. Alors après, j'ai lu un Ibra. Je l'ai pas assez vu jouer à l'Ajax pour pouvoir comparer, mais je sais pas s'il prenait tant la profondeur que ça et s'il était il était peut-être plus en puissance le Ibra jeune, ouais, qu'Ekitike. prenait pas mal les espaces. Il prenait Ouais, beaucoup les espaces quand il était jeune, mais il me paraissait quand même beaucoup plus costaud, beaucoup plus affirmé déjà. ouais, En voilà, plus tu du côté vois. spectaculaire. Mais, oui, voilà, ce genre de joueur un peu hybride, c'est si tu avais mis à Firmino une bonne pointe de vitesse, par exemple, tu vois, et une capacité à jouer vraiment dans les espaces et à prendre les côtés. Mais tu peux pas le dire parce qu'à Liverpool, il a jamais joué et que des joueurs qui lui ont permis de tenter ça, tu vois. Donc le comparatif est pas très bon. Hmm. Non, c'est une bonne question. Quel bon joueur? Ben, j'en ai pas. Mais tu vois, ça veut dire que c'est vraiment un profil très moderne, si c'est un joueur que tu n'as pas l'habitude de comparer. Parce que tu vois, on a eu des joueurs, par exemple, quand on a vu arriver, je sais pas, Icardi, tu te dis, bon, bah Icardi, c'est le buteur un peu old school qui campe dans la surface, où tu lui mets un ballon, bam, il met au fond, quoi. Et Kitiki, c'est cette génération de joueurs très modernes qui est à la fois fluet, mais très mobile, enfin grand et mobile, fluet, mais malgré tout rapide.
c'est un peu c'est des profils qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le football, tout simplement, quoi. Et c'est pour ça que tu galères à trouver une comparaison. Ouais, en fait, si tu lui enlèves 10 centimètres, t'en as plein. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, avec 10 centimètres de plus, c'est tout de suite plus compliqué. Bon, ce qui veut pas dire que c'est un joueur totalement différent et bien plus hybride que ceux qu'on pourrait citer avec 10 centimètres en moins. Mais ouais, ça rajoute des inconnus, sa grande taille. Ouais, bon. On nous dit Alexandre Pato ah là là, ou Alexander Isaac de la Real Sociedad. C'est vrai que pour moi, il y a beaucoup de Ah ouais, ressemblances ouais, avec Alexander ouais, Isaac. Ouais, c'est pas faux. je l'ai dit dans notre conversation, mais vous avez pas vu, mais ouais, je disais Isaac aussi, ouais. Ah oui, non, mais c'est. Bah, d'ailleurs, qui est un joueur qui avait été repéré comme Ekitike très jeune et qui a eu un petit coup de mou ensuite à l'arrivée à Dortmund, qui a dû se reconstruire à la Real On était, Sociedad. on était dessus aussi, je me rappelle à Ouais, une époque avec Mathieu, on regardait un peu des vidéos de lui, etc. On était dessus un moment aussi, ouais. je me souviens quand il était à l'AIK Solna encore, donc avant de Mm. débarquer à Dortmund, je te confirme qu'on était dessus puisque j'avais dû aller demander à des traducteurs suédois de me traduire la presse locale vu que c'est absolument incompréhensible. Voilà. Bon, on a un peu fait le tour de la présentation de Ekitike. On te remercie Max pour toutes tes réponses, ton enthousiasme pour en parler, ta volonté de ne pas dire ses défauts pour qu'on puisse les découvrir et nous-mêmes l'insulter devant la télé au bout de deux matchs, ce genre de choses. Avec Euh, grand plaisir. donc si vous voulez, Max, si vous ne le connaissez pas, @MaxVandrel sur Twitter, qui a écrit un livre, donc 1987 Génération sacrifiée, point d'interrogation, donc il commente les C'est matchs ça. du Stade de Reims pour la ville et le club désormais. Et puis bah, C'est fondateur tout à fait ça. d'Ultimo Diez, si je me trompe pas quand même, Max. Fondateur, non. Le vrai fondateur est dans le podcast et je ne peux pas lui voler Aïe, aïe, aïe. ce rôle. Je pensais que tu faisais partie des cofondateurs, mais Titi est là effectivement et à la paternité du projet en tout cas. Voilà, c'est Titi qui a planté la graine. Très bien. Bon, on a fait le tour. Comme je disais, on va pas parler de Mukiele ce soir parce que j'ai pas trouvé de spécialiste Bundesliga, que j'estime que mon avis est pas très intéressant sur le sujet parce que je l'ai pas encore assez affûté, on va dire. On est de retour dès lundi prochain avec le débrief du Trophée des Champions, plus j'espère un intervenant pour parler de Mukiele. On espère qu'on aura une autre recrue peut-être d'ici là, puisque ça sera Renato Sanchez. Peut-être qu'on aura des départs, on sait jamais au PSG. Voilà. Merci à tous sur le live. Je suis désolé pour les conditions techniques une nouvelle fois, mais vous m'avez beaucoup demandé un podcast. Je n'avais pas trop les moyens d'organiser mieux que ça, donc j'espère que le son ça allait malgré tout. Je pense que ça a à peu près tenu la route. Hein. Bon, voilà. Vous savez, vous connaissez le podcast et la technique, c'était la grande aventure. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? L'actualité continue. Le Trophée des Champions, c'est dimanche soir, Prime Video 20h contre le FC Nantes à Tel Aviv, donc en Israël. Lundi, on sera dans le podcast à 21h30. Normalement, il n'y a pas de souci en termes d'heure. Et oui, on reprend le rythme normal, donc tous les lundis normalement. Voilà. Ah oui, pour ceux qui prennent en cours de route, il sera disponible en intégralité en replay sur YouTube et toutes les plateformes comme d'habitude. Je sais pas s'il y aura les timestamps sur YouTube parce que la personne qui les fait sera pas forcément disponible. Et le son, tant mieux si ça va. Et je m'excuse, j'ai pas changé les images parce que ça faisait planter à chaque fois le truc, donc j'ai préféré vous garder l'audio plutôt que de vous mettre une image neuve. Donc vous avez une demi-heure avec Neymar et une heure avec même 1h20 avec Ekitike. Voilà. Ça a tenu, ça a tenu, mais c'était quand même pas glorieux, glorieux. Voilà. On vous souhaite une très bonne soirée à tous, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, de bonnes fins de vacances si, comme pour moi, ça se termine très bientôt. On a perdu à l'Euro, je suis désolé, les féminines, effectivement, françaises ont perdu contre l'Allemagne en demi-finale. Et bon, on leur rendra pas l'Alsace et la Lorraine pour autant. En attendant, on vous souhaite une bonne nuit à tous et à très bientôt. Encore merci Max pour ton intervention, le live me le signale. Voilà, ciao ciao tout le monde. Ciao. Bisous. Oui, Simon vous embrasse tous évidemment, j'ai oublié de vous le dire. Simon n'est pas là mais il vous embrasse évidemment.